Donc, on est sur notre troisième session de notre série de 4 sessions. On aurait pu ou on aurait dû se parler aujourd'hui d'épargne, d'investissement, etc. Mais comme on avait déjà communiqué la date du 30 d'ailleurs, pourquoi j'ai mis le 29 oui, la date du 30, je me suis trompée là. Mais la date ah ben, j'ai même pas mis juillet en fait, pardon. Mais là, on avait déjà communiqué qu'à cette date, on se parlerait du budget en fait. Donc, j'ai préféré laisser ce sujet-là. Et la semaine prochaine, en fait, on clôturera, entre guillemets, en allant se parler d'épargne, d'investissement et de donation. Le budget, moi, je considère ça vraiment comme étant la pierre angulaire, la fondation, en fait, euh, de toute situation financière, sécuritaire, saine, d'autant plus qu'avant même d'avoir la possibilité d'équilibrer ses comptes, hein, parce que le budget, c'est pas tout de suite qu'on arrive à faire un budget qui correspond exactement à nos attentes, qui répond à nos priorités, etc. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut surtout s'accrocher. Hein, c'est la persistance et la consistance qui fera la différence. Mais déjà, juste d'organiser ces chiffres sur papier, ce qu'on gagne déjà, c'est la paix de l'esprit, dans le sens où si on n'a pas pris cette habitude-là de mettre ces informations sur papier et de les analyser, de les mettre en perspective, d'y réfléchir un peu, de voir comment est-ce qu'on ressent aussi les choses, hein. Il y a beaucoup d'émotions en fait qui viennent dans un budget. Il n'y a pas juste de la raison et de l'analyse mathématique, entre guillemets. Bah, déjà, rien que de faire ça, on répond à des questions. On n'est pas dans l'inconnu, on n'est pas juste à se dire où va mon argent et j'arrive pas, je m'en sors pas, je sais pas quoi faire, je sais pas pourquoi ça, je sais pas pourquoi ça, je me retrouve avec des dettes, des choses comme ça. Comment est-ce que j'avance? Bah, du coup, avec un budget, quand on commence à travailler sur ce budget-là, on commence à s'organiser en fait et à avancer dans la bonne direction. Donc, la première semaine, on se parlait de préserver le rêve, hein, et de planifier la réalité. Donc, vous aviez votre réalité aujourd'hui, vos valeurs et les priorités que vous souhaitiez. La deuxième semaine, on parlait de contrôler nos dates et nos crédits, donc avec le score et le dossier de crédit, les aptitudes et attitudes par rapport à vos crédits, et là aussi vos priorités d'action. Et ben, vous verrez la semaine prochaine, quand on va parler d'épargne, d'investissement et de donation, on parlera d'épargne à court terme pour le fonds d'urgence, par exemple, et les projets qu'on veut réaliser dans les 6 mois à 1 an, 3 ans. Ça va dépendre du type de projet aussi. Et les investissements à moyen et long terme. Et enfin, les donations. Donc, vous aurez vos 3 fiches là qui seront particulières si vous avez bien pris les notes. Et je rajoutais donc, c'est le prochain atelier. Donc, pour aujourd'hui, on est sur le budget. Si je vous dis le mot budget à toutes les 3, pour le coup, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est une émotion positive, un budget? Est-ce que c'est un mot même qu'on aime entendre ou qu'on n'aime pas? Ça dit restriction. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, ça, quand on parle de budget, ça fait penser à une restriction. Ah, une restriction, exactement. C'est comme si on parlait d'un régime alimentaire, en fait. Ouais, tout à fait. Le mot restriction, absolument. Christelle, Fatma, est-ce que c'est les mêmes sensations que vous avez par rapport à ce mot-là? Ouais, ouais, c'est restriction pour sûr. Budget, on est Aïe, obligé aïe, aïe. de. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je vous réconcilie, en Mais fait. pas négatif, hein. En fait, pour moi, je vois pas ça de positif. façon négative. D'accord. Restriction, mais bon, oui. OK, Organisation, on va dire. d'accord. Oui. Et, Je dirais aussi également planification. Qui dit budget, OK. c'est vraiment pour planifier et prévoir, en fait, enfin, voilà, pour se préparer à un avenir meilleur. Donc, voilà, c'est ce que je dirais. Exact. Ouais, tout à fait. Là, on a restriction. Ok, parfait. Donc, je vais vous demander de laisser un petit peu de côté pour l'instant ces mots qui font tous sens, hein. Chacun est très valide et révèle effectivement aussi des choses par rapport à nos opinions, en fait, hein, nos sensations ou la façon dont les choses nous sont présentées aussi. Euh, Juste une petite pensée que je partagerai maintenant pour ne pas que ça m'échappe, je pense que j'y reviendrai après, mais au cas où je veux le partager maintenant. Cette idée de restriction qu'il y a sur la notion de budget, et c'est pour ça que je faisais le parallèle en fait avec le régime alimentaire, c'est qu'on sent bien qu'on est
tiraillé, on est vraiment partagé entre deux messages. Le premier, c'est qu'il faut, je vais rester sur l'idée du régime alimentaire, en fait, du diet. Le premier, on voit bien et on sent bien qu'il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on mange pour être en santé. Mais de l'autre côté, la seule chose qui a l'air de vraiment nous intéresser et qui nous fait envie, c'est tout ce qui est sucré, chocolaté, très salé, etc., etc., les snacks, toutes ces choses-là. Ben, je vous dirais, si on garde en fait cette comparaison à l'esprit, il y a effectivement la même situation de partage et de tiraillement autour du budget. C'est aussi bien l'idée qu'il faudrait qu'on assure une certaine santé financière, et ça ne vient pas sans regarder ce qu'on dépense, ce qu'on gagne, un petit peu comme on va regarder ce qu'on ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Et puis compter un petit peu les calories, toutes ces choses-là, et puis la nutrition, les nutriments, toutes les différents groupes de familles de nourriture. C'est vraiment la même chose en fait pour un budget. Hein. On va nous demander de faire attention, combien d'argent est-ce que je dépense sur mon hébergement, combien est-ce que je dépense sur mon épicerie, etc. Et on a l'impression que ça serait un cadre très fermé, en fait. Mais en même temps, on a une grosse pression déjà de notre propre cerveau qui nous pose ce plaisir d'abord, mais aussi de la société à consommer. Cet argent, il faut qu'au contraire, il soit dépensé pour vous faire plaisir, il soit dépensé pour bien manger, pour sortir, etc. Et puis si vous ne le faites pas, tout de suite, vous vous sentez effectivement en restriction parce que vous avez l'impression que le reste du monde, à commencer par Instagram, en profite et vous seriez obligé de faire un régime en fait et de vous restreindre dans vos dépenses. Donc on est constamment tiraillé entre les deux en fait. Mais ça vient aussi d'une façon, j'allais dire, pas forcément dépassée, mais qui n'est pas pertinente en fait sur les deux sujets, que ce soit le sujet des finances ou le sujet de la nourriture, du régime alimentaire. Ce qu'il faut voir, ce qui est le plus important pour notre santé alimentaire, notre santé physique comme notre santé financière, c'est d'avoir au contraire un bon mix des deux. On ne peut ni se restreindre constamment en termes de nourriture, parce qu'on va forcément avoir un moment envie de chocolat et on va l'impression que si on mange un morceau de chocolat, tout s'effondre et que c'est plus la peine d'essayer et que notre régime s'est mis à plat et qu'on va se recommencer à manger du chocolat. La même chose pour l'argent. C'est pas un ou l'autre. C'est pas parce que on avait notre budget, puis à un moment on fait une erreur ou on se laisse aller, on fait une dépense qu'on n'était pas censé faire et tout d'un coup tout s'écroule. Il faut vraiment aller chercher l'argent essentiel et puis ce que j'appelle le fun money. En fait, il faut se faire plaisir, il faut juste que ce soit un peu déterminé. De la même façon que pour la nourriture, oui, il faut aller regarder les nutriments, les calories dont on a besoin, les calories saines, entre guillemets, dont on a besoin, etc. Donc, oui, il faudrait manger ses fruits et légumes et tout ça, parce que sinon, notre corps s'effondre, il ne marche plus comme il faut, un peu comme quand on tombe dans la dette, par exemple. Mais on peut aussi aller manger du chocolat. Si vous avez une autre nourriture qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Donc, cette idée qu'on peut avoir l'un et l'autre, c'est vraiment à contre-courant et de notre morale, la morale qui nous est en général partagée, et en même temps à l'encontre de la société, en fait, du message de la société qui voudrait nous pousser soit complètement dans l'un, complètement dans l'autre. Donc, je vous demanderais vraiment de changer d'état d'esprit complètement par rapport au budget. Le budget, on repart à zéro sur tout ce qu'on imagine, de ce que c'est et ce à quoi ça sert. Le budget, c'est pas une contrainte, c'est pas une restriction, c'est un ange gardien. On va vraiment regarder ça comme, vous savez, quand parfois on a ces petites, ces imaginaires, dépendamment de nos cultures, en tout cas de la culture occidentale, comme on aurait quelqu'un qui regarderait la dernière nous pour faire attention à nous. Ça ne veut pas dire que notre vie va être parfaite, parce qu'on a un ange gardien, mais qu'on est protégé du pire et qu'on est remis sur le droit chemin assez régulièrement pour avoir le meilleur. Donc, ça nous évite le pire et ça nous met dans la bonne direction pour aller vers le meilleur. Donc, regardez ça de façon très flexible, de façon très douce, très bienveillante en fait. Il faut être vraiment très, très bienveillant par rapport à soi quand on parle de budget, pour accepter aussi les petites erreurs qu'on pourrait faire sur le chemin parce que on n'est pas parfait, mais on veut se rapprocher le plus possible de ce dont on aurait besoin. Donc, je mettais les petits battements de cœur parce qu'on veut éviter les grands stress, on veut éviter la ligne droite, bien sûr, parce que ça, c'est plus très bon. Mais on sait qu'avec un budget,
on va avoir, de temps en temps, il va y avoir des petits soubresauts là, mais comme on voit et on comprend ces chiffres et on comprend ses priorités et on connaît ses valeurs et on sait où est-ce qu'on veut mettre son argent, on sait où est-ce que on veut moins le mettre cet argent-là, ben, on sera capable de reprendre un rythme, le rythme dont on a besoin pour vivre et puis pour bien vivre en fait. Donc le budget, comme conçu traditionnellement, parce que je suis venue y mettre ma petite sauce en fait. Donc on va d'abord, est-ce que vous faites un budget? Quelle est votre propre expérience en fait du budget? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui coince? Est-ce que l'une d'entre vous pourrait partager? C'est quoi votre expérience? Je peux partager la mienne, hein, au cas où, mais j'entends pas. Non? Ok. Si vous voulez aussi partager dans le chat, n'hésitez pas. Donc, ma propre expérience du budget est personnellement catastrophique. Ce qui est assez drôle à dire en fait. Mais je n'ai appris, je n'ai découvert ce que c'était qu'un budget réellement quand je suis arrivée au Canada et que je n'avais plus d'argent, puisque je n'avais plus d'emploi régulier, j'avais épuisé mes économies, puisque en fait en arrivant ici, j'ai pas retrouvé, bon déjà j'étais enceinte, mais j'ai pas retrouvé du travail tout de suite, etc. Donc ça a été très très compliqué. Puis je me suis dit, bon, les sous que j'ai encore, les sous que je gagne surtout grâce à mon entreprise, puisque j'ai lancé mon entreprise, j'avais de l'argent qui rentrait. Cet argent-là, je veux vraiment bien le faire circuler. Sauf que, effectivement, j'ai découvert le budget, j'ai découvert les outils, j'ai compris son importance, mais j'étais toujours un petit peu en dents de scie. Il y avait des choses qui ne me convenaient pas, ça ne convenait pas à ma personnalité, ça ne convenait pas euh, à mes dépenses, mon flux de dépenses, etc. Enfin, il y avait tout un tas de choses dans les outils que j'étais allée chercher qui ne marchaient pas pour moi. Par contre, ce qui marchait très, très bien, c'est qu'enfin, j'étais capable de mettre sur papier mes dépenses quelque part, plutôt que de les avoir juste sur le compte en banque ou sur la carte, hein. La carte, ça sort, on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. Et ça a commencé en fait à m'aider à prendre conscience. Et ça, c'est vraiment le premier objectif pour moi d'un budget, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. On sort de notre cerveau et on commence à mettre, encore une fois, sur papier. À la fin de l'atelier, vous verrez pourquoi j'arrête pas de dire sur papier, nos informations, nos chiffres. Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Et du coup, de l'écrire, ça me permettait aussi de réfléchir là-dessus, de faire une espèce de rétroaction. Au moment où je marquais, je me disais, mais vraiment, tu as été bête en fait. Pourquoi est-ce que tu allais dépenser ça là-dessus? Tu avais déjà, par exemple, tu avais déjà de la nourriture dans le frigo. Donc, pourquoi est-ce que tu allais rajouter de l'épicerie ou des choses comme ça? Pourquoi est-ce que tu allais dépenser sur ce vêtement? Pourquoi est-ce que tu allais faire ça? Pourquoi? Donc, il y a des fois où le pourquoi, il avait une réponse tout à fait correcte. Et très bien, d'autres fois où la réponse était effectivement, bon, ben, je voyais bien que j'avais fait une erreur, soit parce que j'y pensais plus, soit parce que je me suis laissée porter par des émotions, soit parce que j'avais mal évalué mon besoin, etc. Donc, je m'en rappelais pas toujours, donc ça m'a pas toujours évité l'erreur suivante, mais au moins ça me permettait au fur et à mesure de planter des graines en fait et d'avancer constamment dans cette réflexion. Christelle, tu ne fais rien sur papier, hein, ça va être intéressant. Très bien. On va pouvoir en discuter. Parfait. Donc ça, c'était ma propre expérience. Mais bien sûr, après, bon, bah, au fur et à mesure, déjà, je me suis accrochée, j'ai lâché pendant un certain temps, puis je suis revenue, etc. Et maintenant, finalement, j'ai étudié beaucoup, beaucoup de types et de méthodes de budget, parce qu'il existe en fait plusieurs méthodes de budgétisation et chaque personne doit pouvoir trouver sa propre approche de budgétisation. Et puis surtout, j'ai aussi créé la mienne finalement que je commence aussi à partager et qui fonctionne plutôt bien en fait. Est-ce que vous avez entendu, vu et vécu, qu'est-ce que vous avez entendu, vu et vécu de l'exercice du budget? Christelle, vous disiez que vous étiez très pointilleuse. Est-ce que c'est grâce à un budget? Ça peut être dans le chat, hein, peut-être. Vous dites, est-ce que c'est grâce à un budget écrit? Oui, si vous êtes pointilleuse, vous dites que vous êtes très pointilleuse en matière de finances, mais est-ce que c'est parce que vous avez un budget? Vous me dites c'est pas papier, peut-être que c'est… Disons que c'est au pif parce que je suis déjà… Oh, désolée. Hein. Ça fait rien, ça fait rien.
Je suis du genre, je ne peux pas arriver au supermarché et même s'il y a une promotion et que je sais que j'ai à la maison, je ne vais pas m'hasarder à dépenser, non. D'accord. Je me dis, j'en ai pas besoin, c'est pas dans l'urgence. Peut-être la semaine prochaine, il y aura une promotion ailleurs, dans un autre magasin. Donc, allez, OK. peut-être pas au programme, je le fais Ouais. pas. Donc, Parfait. Donc, un caractère qui permet, une personnalité qui permet de se retenir, en fait, ouais, ouais, et oui. d'analyser. Ouais, très, très important, effectivement, les personnalités. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup plus dans le moment. Donc, c'est vrai qu'il faut bien, toujours en tant que coach, comme coach ou facilitatrice, enfin, surtout comme coach, en fait, au niveau personnel, c'est toujours important, effectivement, de comprendre d'abord qui on a en face et d'aller s'adapter à ce caractère. Mais vous avez hérité d'un caractère qui vous éloigne, justement, des dangers. C'est bien. Il y en a pas beaucoup comme ça, hein, sur Tout 16, à fait. C'est vraiment, 16 types, 16 profils de caractère dans la méthode que j'utilise, par exemple, pour les personnalités. Il y en a 4 ou 5 en fait, comme ça, qui sont préservés en fait des grosses dépenses. Les autres, pour des raisons ou pour d'une autre, des raisons ou pour d'autres, on est plutôt vers les dépenses que vers l'épargne ou la gratification retardée. vous l'avez dit, c'est vraiment un héritage. Donc, dès le Ouais, bas âge, c'est voilà. tout On ne à prend fait. pas ce dont on a besoin. On n'a pas besoin à l'instant, c'est comme ça. Ouais. Exactement. Cet atelier, par rapport aux 3 autres, j'allais dire, il est très pratico-pratique, hein. Le budget, il faut voir ça, voilà, c'est un outil en fait, donc on est très dans la description de qu'est-ce que c'est qu'un budget, comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le prépare, etc. Là, je vous ai mis 2 exemples que j'aime bien, qui sont des exemples en anglais, parce que comme beaucoup de choses autour des finances personnelles, finalement, en ligne, on trouve plutôt des ressources en anglais pour l'instant qu'en français. Mais deux types que j'aime bien. Donc, je vais vous faire naviguer en fait dans l'un et dans l'autre. On va commencer par celui qui est à gauche, pardon, de votre écran, donc qui s'appelle Simple Budget Template. Ça vient d'une influenceuse en fait en ligne qui a développé ça il y a quelques années maintenant et qui le propose. Vous pouvez aller le télécharger gratuitement sur son site. Puis j'ai mis d'autres liens. Donc pourquoi est-ce que je l'aime bien celui-ci? C'est tout simplement parce qu'il est très coloré. En fait, et c'est pas je l'aime bien moi personnellement, mais j'aime bien le montrer parce qu'il est très coloré, il est très simple. Il y a certaines personnes qui sont très visuelles et pour lesquelles il faut vraiment que quelque chose soit simple en fait, le plus simple possible. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de cases, il ne faut pas qu'il y ait trop de mentions, il faut que ce soit très personnalisable, etc. Donc celui-ci, c'est le cas. Donc on a la première ligne horizontale sur laquelle on va mettre ses revenus. Alors son revenu numéro 1, son revenu numéro 2, autre revenu s'il y a, et puis ça nous donne le revenu total, n'est-ce pas? Je reviendrai en fin d'atelier sur les questions de budgétisation en couple. Là, on va juste imaginer que c'est pour une personne. Donc, il y a deux sources de revenus. Donc, ça peut être un revenu d'emploi, ça peut être un revenu d'entrepreneuriat, ça peut être un revenu d'assistance sociale ou d'aide de l'État, etc. Donc, on a notre total. Un budget, plusieurs approches là aussi, mais ce qui est aussi très, enfin, le rôle, un des rôles du budget, c'est bien sûr de donner une direction, un rôle à chacun des dollars qu'on va gagner. C'est ça qu'on veut faire. On ne voudrait pas recevoir son salaire, par exemple, toutes les 2 semaines et être à chaque fois en train de faire un petit peu au hasard. Bah, tiens, je vais dépenser ça là-dessus, je vais dépenser un certain montant là-dessus, un certain montant là-dessus, un certain montant là-dessus. Je vais peut-être mettre 27 là-dessus. Enfin, je le pense même pas en fait, c'est que je réagis. Si je fais pas de budget, si je n'attribue pas une mission à chacun des dollars que j'ai, je suis plutôt dans la réaction que dans la préparation ou dans la planification, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, on veut vraiment pouvoir planifier parce que cette planification, ça va nous permettre, nous, de donner la direction pour cet argent-là, plutôt qu'il soit absorbé ou aspiré un petit peu par ce qui pourrait se passer autour de nous. Donc, on va avoir pour ça 2 approches. Encore une fois, ce n'est pas la mienne, mais c'est une des approches qui existe. Une des approches qui existe pour répartir donc ce budget, ces revenus qu'on a, c'est de diviser, de répartir cet argent-là entre les dépenses fixes que nous avons et les dépenses variables que nous avons à chaque mois. Donc
en général, de façon traditionnelle, un budget se fait à chaque mois, mensuellement. Gardez à l'esprit d'ailleurs ce mensuellement, effectivement, ça peut être janvier, février, mars, avril, etc. Sauf que les mois n'ont pas le même nombre de semaines et parfois vous allez avoir 2 salaires si vous êtes employé, parfois vous allez avoir 2 salaires dans le même mois, parfois s'il y a un 3e lundi par exemple, vous allez peut-être avoir 3 dépendamment, mais vous allez peut-être avoir le début du mois qui va commencer avec le reste du salaire que vous avez eu la dernière semaine du mois précédent, par exemple. Et puis, donc, vous avez la moitié d'un salaire, entre guillemets, pour commencer le mois. Et puis, vous avez 2 salaires qui arrivent pendant ce mois-là aussi. Donc, vraiment voir par rapport à chaque mois, de reprendre son calendrier et de voir exactement pour ce calendrier combien vous allez recevoir de salaire 2 fois, 3 fois, etc. Ça sera très important pour déterminer vos dépenses. Là, demain, c'est le 1er juillet, donc vous pouvez commencer l'exercice pour le 1er juillet en choisissant une des méthodes que je vais vous partager. Donc, les dépenses fixes, qu'est-ce que c'est? Les dépenses fixes, c'est les dépenses dont on connaît le montant absolument d'un mois sur l'autre. Ça ne change pas, donc c'est prévisible en fait. C'est aussi une dépense qui vient à chaque mois, donc c'est très bien. On va avoir là-dessus le loyer, par exemple. On va avoir là-dessus notre abonnement de téléphone si on ne dépasse jamais le forfait. On va avoir là-dessus notre nourriture éventuellement, hein, d'ailleurs, hein, parce que parfois pour l'épicerie, bon, bah, on a retiré un petit peu d'argent qu'on a mis dans une enveloppe et puis on ne dépasse pas ce montant-là, par exemple. Donc parfois, certaines catégories de dépenses qu'on pourrait penser variables, bah, il y a des familles qui déterminent exactement au centime près combien est-ce qu'elles vont dépenser là-dessus. Donc ça, c'est les dépenses fixes. Après, on a les dépenses variables. Donc, les dépenses variables, ça peut être l'électricité, selon qu'on soit en été ou en hiver. Si on n'a pas contacté sa compagnie d'électricité pour avoir un montant fixe égal à chaque mois, qui est après, en fin d'année, on fait un petit ajustement, bah, ça veut dire qu'un mois, vous allez payer tant pour votre électricité. Le mois prochain, parce qu'il fait plus chaud, plus froid, vous allez payer plus. Ce qui rentre aussi, pardon, dans les dépenses fixes, c'est tout ce qui est abonnement télévisuel aussi, hein, toutes nos plateformes là, que ce soit Netflix, toutes ces choses-là. Bon, bah, c'est devenu des dépenses fixes en fait. Dépenses variables, les restaurants, la nourriture, effectivement, peut-être. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, selon votre mode de vie, finalement, vous allez voir ce qu'il y a aussi dans les dépenses fixes, ça va être les assurances personnelles, les assurances de la maison, les assurances de la voiture, la location de la voiture elle-même, le paiement de la garderie, toutes ces choses-là, c'est considéré comme des dépenses fixes. Les dépenses variables, donc vous voyez ce qui se passe là, dans cette idée de budget-là, on imagine que vous décidez demain matin de faire votre premier budget. Bon, bah, vous allez regarder votre calendrier, quels sont les salaires ou les revenus que vous allez recevoir ce mois-ci. Vous allez les mettre sur la première ligne. Puis après, vous avez vos 2 colonnes, dépenses fixes, dépenses variables. Il faut déterminer les catégories. Donc, est-ce que vous avez un loyer? Est-ce que vous avez une hypothèque? Est-ce que vous avez des assurances? Est-ce que vous avez de la nourriture? Etc., etc. Le téléphone et tout ça. On va mettre dans chacune des lignes, on va mettre le nom de cette catégorie-là. Et après, on va faire une hypothèse. Tiens, je pense que dans cette catégorie-là, je vais dépenser tant. Donc, on va mettre pour chacune des catégories ce qu'on pense dépenser. D'accord? Donc, ça vient de 2 façons. Soit c'est effectivement juste un ressenti, vous imaginez ou vous posez une hypothèse, soit, et c'est ce qui est en général proposé par les coachs financiers, j'ai une autre approche dépendamment du caractère, mais souvent ce qui est dit, bah, c'est que vous allez prendre par exemple vos 3 derniers relevés de dépenses de banque, des choses comme ça, et puis vous allez calculer combien est-ce que vous avez dépensé le mois dernier, et vous allez remettre ce chiffre-là comme hypothèse pour cette année, pour ce mois-ci par exemple. Pardon. Donc ça peut être effectivement une approche, hein, pour essayer d'identifier un petit peu les choses. Soit vous imaginez tout simplement. Et l'idée, c'est vraiment, par contre, en fin de mois, d'aller mettre ce que vous avez vraiment dépensé sur cette catégorie. Comme ça va vous permettre, pourquoi est-ce qu'on fait ces 2 colonnes? Budgétées et la colonne actuelle qui est juste à côté, qui est effectivement la dépense que vous avez fait. C'est pour qu'au fur et à mesure des mois, vous puissiez affiner en fait
votre ressenti par rapport à ce chiffre-là. Vous pensiez peut-être que votre assurance était de 195 $. Puis en fait, vous vous rendez compte, c'est 90, 104, je sais pas moi, 224. Bon, c'est assez facile à vérifier pour celui-ci, donc, mais pourquoi pas. Peut-être que dans les dépenses variables, vous faites beaucoup de livraisons Uber Eats, par exemple. Vous avez l'impression que vous avez, je sais pas moi, pour 60 $, autour de 60 $ d'Uber Eats par mois. Et puis en fait, quand vous allez faire vos calculs en fin de mois, vous allez rendre compte que vous êtes au double. Donc ça, faut le savoir, faut l'écrire. Donc un budget, c'est pas juste au premier du mois et puis après on laisse le papier de côté. C'est on veut vraiment pouvoir le garder sous les yeux et que ça nous guide en fait dans nos dépenses à chaque mois, tout au long de ce mois-là. La case jaune, les cases jaunes que nous avons en bas à gauche de l'écran, là, c'est pour tout ce qui est dette et épargne. Donc ça aussi, vous le déterminez à l'avance selon vos besoins, vos priorités, vos réalités, etc. Certaines de ces dépenses, entre guillemets, ou de ces investissements, pour rembourser la dette de carte de crédit ou bien les dettes d'études ou des choses comme ça, ou pour faire des épargnes aussi ou des investissements. Parfois, c'est fixe, parfois, c'est variable. Donc là, dans cet exemple, finalement, il décide de ne plus regarder en fait, est-ce que c'est fixe ou c'est variable. On va mettre toutes les dettes et toutes les épargnes au même endroit. Après, ce qu'on va devoir faire, c'est la dernière case. Donc, à droite, pardon, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche. À droite de l'écran, où là, vous avez les cases qui vont vous permettre de faire le total. Donc, total income, vous avez votre chiffre. Après, vous remettez vos dépenses fixes. Vous remettez en dessous le total de vos dépenses variables. En dessous, le total de vos dettes et épargnes. Vous allez faire une petite addition de ces trois lignes. Donc, dépenses fixes, dépenses variables et épargne et dettes. Et vous allez regarder le résultat. Au début, il faut le faire au crayon parce qu'on va devoir faire des corrections. Si vous arrivez à 0, bah parfait, ça veut dire que vous avez équilibré votre budget. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur budget possible. Ça veut juste dire à ce stade qu'au moins vous ne perdez pas d'argent. Vous n'êtes pas en dette et que si vous étiez finalement en surplus, vous aviez plus d'argent que possible, que vous souhaitiez dépenser, que vous avez pu quand même diriger cet argent-là vers soit du remboursement accéléré d'épargne, de dette, soit un peu plus d'épargne. Si vous êtes à moins, bon, bah, va falloir réajuster quelque chose, bien sûr. Soit on réajuste les dépenses variables, soit on réajuste le remboursement de nos dettes. On va voir comment est-ce qu'on va faire. Mais là, comme l'approche, elle se fait par dépenses variables et dépenses fixes, c'est sûr que si on est en déficit, ben, on va avoir tendance à aller regarder qu'est-ce que je peux baisser dans les dépenses variables. Vous allez avoir un budgété et vous allez avoir un actuel à la fin du mois. Donc ça, c'est le budget le plus simple que vous pouvez trouver sur le marché, j'allais dire. Il y a des pour, donc la simplicité, il y a des contre, la simplicité. Tout simplement parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi un premier pas, mais ce n'est pas suffisant pour vous permettre vraiment de vous assurer que vos dépenses, votre argent va vraiment où vous le souhaitez et va vous bénéficier en fait de la meilleure façon possible. Ce qui me déplaît aussi beaucoup dans ce type de modèle, c'est qu'on voit le remboursement des dettes et les épargnes qui sont, on dirait que c'est presque la fin, c'est presque optionnel en fait. Moi, j'aime bien quand l'épargne et les investissements et puis les remboursements de dettes, c'est en premier parce qu'on veut se payer soi-même. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, se payer soi-même. Bah, se payer soi-même, ça veut dire qu'on va mettre de l'argent de côté pour sa sécurité financière et pour son épanouissement financier. Donc, si je décide, j'ai travaillé dur, mettons, vous avez travaillé dur pendant votre quinzaine, là, vous avez fait 2 fois 35 heures, 2 fois 40 heures, 80 heures par semaine, peu importe, et vous recevez votre chèque de paye. Ce qui est terrible, c'est que la société actuelle, le système, le coût de la vie, nos propres tentations par rapport au monde dans lequel on vit, etc., souvent, le salaire va être déjà complètement dépassé avant même qu'on ait pu en faire quelque chose, en fait. Donc,
en mettant de l'argent de côté, même si c'est 15 $, même si c'est 50 $. Idéalement, c'est plus pour vous permettre vraiment de vous faire des fonds et puis de mettre de l'argent de côté, etc., que vous mettez dans vos cases jaunes, en fait. Soit pour rembourser des dettes, parce que les dettes, c'est comme si on était un prisonnier avec des boulets aux pieds, soit pour préparer votre avenir, préparer vos projets, ça c'est super positif. C'est vraiment ce qu'on veut faire en premier, même si c'est des petits montants. Et après, on alloue le reste par rapport à ces fameuses dépenses fixes et dépenses variables. Et vous allez voir, j'ai une autre approche. Donc ça, c'est le premier modèle à gauche. Est-ce que ça, c'est un modèle que l'une d'entre vous, vous avez déjà utilisé peut-être? Comme je disais, c'est celui qui est le plus... Oui, dans le passé, c'est ce que j'ai utilisé avant. Ouais, hein? Ouais, Louine. OK. Et qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu dans ce modèle-là? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de détails. Ouais. Donc, il y a plusieurs catégories qui manquent. C'est un peu difficile parce que ça englobe trop de choses dans une seule catégorie. Ouais. Et c'est important des fois de voir des détails dans une sous-catégorie, par exemple. Oh, complètement, absolument d'accord. La nourriture, par exemple, c'est vraiment important d'aller regarder, d'aller fouiller dans cette catégorie-là. Les vêtements, c'est pareil. Souvent, trop souvent, surtout pour les familles, j'ai vu une ligne là pour les vêtements, sauf qu'il y a les vêtements pour les enfants, il y a les vêtements pour soi, il y a aussi les vêtements qu'on achète pour le travail, en fait, aussi, parce que peut-être qu'on travaille dans un milieu qui nous demande de nous habiller d'une certaine façon pour bien paraître, etc., pour se conformer. Et puis, les habits qu'on achète vraiment pour se faire plaisir, en fait. Donc, ouais, tout à fait d'accord. Pas assez de détails, pas assez de catégories. Il y a un commentaire, je crois aussi. Jocelyne, bonjour Jocelyne, ça va bien? Donc, Jocelyne, c'est le modèle que tu utilises, d'accord? Merci beaucoup pour la réponse. Bonjour, Faiza. Bonjour, ça fait plaisir de t'entendre. Donc, Ça fait plaisir aussi. oui, ça faisait longtemps. Donc, on a ce deuxième modèle qui est à côté, qui est un tout petit peu différent, dans le sens où là, ce qu'on va mettre en avant, c'est un objectif en particulier. Donc, dans ce cas-là, l'objectif qui est choisi comme étant prioritaire pour ce budget, c'est de pouvoir mettre de l'argent de côté. C'est pour ça qu'on a une partie qui a été appelée check-in. Donc, c'est vraiment dépenses. Là, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est des dépenses fixes ou des dépenses variables. Tout est dedans. Donc, sur la partie gauche de ce modèle-là qui est à droite, pardon, donc la colonne check-in, avec deux lignes, starting balance, ending balance. Donc, la priorité n'est plus de donner un rôle à chacun des dollars qu'on a, mais plutôt de savoir combien d'argent on avait au début du mois, combien d'argent fini, avec lequel on finit le mois. Idéalement, l'idée étant que s'il nous reste de l'argent dans cette ending balance, hop, on va basculer ça sur l'épargne. Donc, à gauche, la partie check-in. À droite, la partie saving. Et là, c'est pareil. À combien mon compte de saving, ou un de mes comptes, ou tous mes comptes d'épargne commençaient, et à combien je finis. Et ça, c'est vraiment l'idée d'aller s'encourager, en fait, quand on a un budget, quand on gère un budget de cette façon-là, et qu'on a ce papier-là en début de mois, vous allez voir que psychologiquement, en fait, plutôt que de chercher à tout dépenser, comme sur le premier exemple que je vous ai présenté, et arriver à un zéro, en fait, que tout s'équilibre, chaque dollar a trouvé son chemin. Sur celui-ci, c'est au contraire, psychologiquement et intellectuellement, d'ailleurs, l'exercice va être d'essayer de faire basculer le plus possible d'argent de notre partie dépenses à notre partie épargne. Et en plus, ce que j'adore là-dedans, c'est que les priorités, les objectifs d'épargne sont bien spécifiés. Il y a 3 objectifs d'épargne, vous pouvez aller les mettre. Il y a une date, donc est-ce que je veux pouvoir épargner pour acheter je ne sais pas moi, une maison dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans? Bon, ben, j'ai ma date là, c'est 2000, dans 10 ans, on sera en 2031. Ou est-ce que je veux pouvoir aller en voyage, là, visiter mes parents pour le mois de novembre? Ça, c'est un de mes projets, justement. J'adorerais aller voir mes parents. Je ne les ai pas vus depuis 3 ans, mon père depuis 10, je crois, je ne sais plus. Je ne sais même plus d'ailleurs, tellement que ça fait longtemps. Mais du coup, bah, ça, c'est en novembre. Donc, si je veux pouvoir avoir tout l'argent de côté pour me déplacer, et puis vraiment pas réfléchir à mes dépenses sur place, faire plaisir avec des cadeaux, etc., bon, bah, j'ai 4 mois, en fait, devant moi, de juillet à octobre. Donc, je veux vraiment pouvoir mettre novembre
membre, là, comme date, description, c'est, je sais pas. Et puis, pour les descriptions, dans ces cas-là, comme pour vos catégories, allez choisir des noms de catégories qui vous plaisent. Il n'y a pas besoin que ce soit des mots comptables. Il faut que ce soit des mots qui vous parlent à vous, en fait. Donc, si, je ne sais pas moi, plutôt que de mettre épargne, vous voulez mettre justement je me paye moi-même ou je me fais plaisir ou je construis mon avenir, peu importe. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ce qu'on veut, c'est envoyer le bon message en fait au cerveau. Donc, le nom de cet objectif, là, dans notre partie orange un peu rouge, Saving Goal, vous voulez vraiment chercher quelque chose qui vous inspire à chaque fois et qui vous rappelle exactement pourquoi vous le faites. Vous ne mettez pas juste épargne tout simplement. Vous voulez vraiment aller chercher quelque chose de spécifique. Vous pouvez appeler ça aussi, ce qui est important aussi dans l'épargne, l'argent qu'on va mettre de côté, on le verra la semaine prochaine, c'est cette question de fonds d'urgence. S'il se passe quelque chose dans votre vie, et puis je vais vous dire, il se passe toujours quelque chose d'inattendu dans nos vies, comment est-ce qu'on réagit, vers quoi on se tourne, on veut pas avoir à se tourner vers notre carte de crédit, on va aller avoir ce fonds d'urgence qui est disponible. Le fonds d'urgence, vous n'êtes pas obligé forcément d'appeler ça le fonds d'urgence. Ça peut être le filet de sécurité, ça peut être j'avais vu un nom sur un livre, je crois que je vais surtout pas reprononcer, mais il y avait un gros mot en fait là-dessus. C'est tout simplement, s'il se passe quelque chose de mauvais dans ma vie, ce compte-là va pouvoir me sauver, entre guillemets. Donc, il fallait vraiment que ça puisse faire réagir la personne en question pour la motiver à mettre de l'argent de côté. Donc, ce compte-là, enfin ce modèle-là, il est spécifiquement tourné vers un objectif spécifique. Ça peut être l'épargne, ça peut être la dette. Vous imaginez bien qu'on pourrait très bien remplacer savings par dette. Puis vous avez la dette au début du mois, la dette en fin de mois. L'idée est que ça descende, pas que ça monte pour le coup. Et vous avez les remboursements sur vos 3 cartes de crédit principales, par exemple. En utilisant la méthode avalanche ou bien la méthode boule de neige, pourquoi pas, et vous aurez toutes vos informations. Donc, et la partie check-in, comme je disais, tout est mélangé, mais toujours avec cette idée de projeter et de valider, en fait, d'aller vérifier est-ce que ma projection correspond à la réalité. Il y a d'autres templates, d'autres modèles que j'ai mis un lien vers d'autres modèles, vers un autre modèle, pardon, c'est celui de budget familial que je vous présente ici, d'Office, donc Microsoft Office, que j'aime bien. Donc, ceux-là, c'est souvent des formats papier que vous pouvez imprimer et garder chez vous. Ou sinon, si vous vous y connaissez un petit peu en PDF ou en PowerPoint ou en Excel ou quoi, ou en Word, vous pouvez faire ce type de modèle-là sur votre ordinateur et puis vous l'imprimer aussi avec. Par contre, celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur Excel. Mais vous voyez comme il est quand même agréable. Il y a des petites couleurs, il y a des barres, il y a des photos, il y a des images. Donc, c'est pas parce qu'on se parle d'un budget sur Excel que c'est forcément rébarbatif et que ça nous donne envie d'aller s'endormir ou absolument fermer le dossier. Celui-ci, pour le coup, beaucoup, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir, il y a énormément de catégories différentes. Il rentre vraiment dans les détails. On peut aussi changer les lignes si on le veut. Il y a la description, donc première colonne. On voit activité extrascolaire. Donc là, c'est pareil, on voudrait presque qu'il y ait une ligne par enfant. Hein. Si on a 3 enfants, on veut vraiment rendre justice à chacune de leurs activités parce que faire du soccer, ça n'a rien à voir avec le coût financier pour une famille d'avoir un enfant qui fait du hockey, par exemple. Moi, j'ai dit à mon fils, tu ne feras pas de hockey, ça nous coûterait une fortune, on préfère mettre l'argent de côté pour ton université. Donc là, pour le coup, il fait du baseball, c'est un entre-deux, je viens de le laisser au match. Ça dépense un petit peu, mais quand même moins que le hockey, mais ça lui fait une activité Il aurait canadienne. pu être un super champion. En hockey? Oh non, ça Ouais. coûte. Ah non, ça coûte excessivement cher. En plus, cet enfant, il voulait être gardien de but. Est-ce que vous avez vu Ok, la d'accord. tenue du gardien de but? D'accord. Et puis, il va grandir. Donc, chaque année, il aurait fallu lui changer la tenue. Là, c'est 1 200 $ ou quelque chose comme ça pour ces tenues. Non, non, je veux pas qu'il soit superstar. Je veux surtout qu'il puisse être Si les autonome. superstars, ça fait aussi beaucoup d'argent, vous savez. Donc, je dis ça, je dis rien. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais je lui ai dit il pouvait faire des YouTube s'il voulait. Comme ça, on n'a rien à dépenser. Ok. S'il est influenceur YouTube, ça ira bien.
Mais je suis d'accord, mais effectivement, les sports, là, quand il avait 3-4 ans, il a fallu commencer à en discuter avec son père. Et puis, dans les entourages, on a regardé le coût des activités sportives. Quand on est nouvel arrivant, c'est dur. Donc, je suis bien contente que le foot, par exemple, le soccer, qui pour le coup coûte vraiment rien, perce parce que ça serait très dur pour les familles immigrantes d'aller suivre certaines activités canadiennes. On va refermer le sujet, mais je suis bien d'accord avec vous. J'espère que en baseball, peut-être qu'il aura une bourse, on verra, pour l'université. Donc, activité extrascolaire, effectivement, on veut pouvoir détailler là. Et puis, de toute façon, dès qu'on a plusieurs enfants, c'est toujours bien de faire une ligne par enfant parce qu'on veut savoir vraiment ce qu'on a dépensé sur l'un, sur l'autre, les âges, etc. Ça fait quand même des grosses différences. On a les frais de scolarité. Là, je vous ai mis la partie qui correspondait au divertissement, en fait, puisque le Covid a l'air d'être derrière nous, que la vie reprend, l'été est là, on va peut-être vouloir dépenser plus d'argent à l'extérieur. Donc, on veut vraiment mettre sa description, sa catégorie, le coût prévu. Donc là, ce n'est pas le coût estimé, entre guillemets, ou le budget estimé, on est vraiment sur le coût que j'ai prévu. Donc le mot prévision, ça veut dire qu'on est allé faire un petit peu plus de recherche. Psychologiquement, c'est déjà autre chose. On met le coût réel et automatiquement, la formule est là, l'écart va sortir. Donc parfois, c'est un écart positif, donc ça veut dire que vous avez dépensé 50$ de moins que prévu. Parfois, au contraire, vous avez dépassé 200$ plus que prévu pour la ligne restaurant, par exemple. Ce que j'aime bien aussi avec ce modèle Excel, pour peu que vous le mettiez par contre à jour assez régulièrement, c'est que ça vous montre aussi combien d'argent vous reste à dépenser pour le mois. Et ça, j'aime beaucoup. Vous allez voir, quand on va parler d'application, je reviendrai à cette idée-là, de savoir combien il me reste à dépenser en fait. Mais pas sur toutes les catégories, on n'en a pas besoin sur toutes les catégories, mais il y en a certaines où on veut vraiment regarder les choses. Et du coup, vue d'ensemble des coûts réels, vous avez vu que c'est un petit dessin, hein. Enfin, c'est une petite barre, et ça nous montre immédiatement, très très rapidement, où est-ce que vous dépensez le plus de votre argent. On voit qu'il n'y a pas beaucoup sur les activités scolaires, puisque pour l'instant, c'est que 40$. Par contre, le restaurant, il y a eu 1200$. Puis ça nous permet aussi psychologiquement, plutôt que de regarder passivement des chiffres, tout de suite, visuellement, on a les barres, on sait où est-ce qu'on a été plus. Où le plus de notre argent va en fait. Et ça, c'est intéressant. L'essence, c'est pareil, c'est 400$. Et un peu plus que prévu. C'était 100$ de différence entre ce qui a été prévu et le coût réel. L'essence, je crois qu'il était à 1,35 il y a quelques jours. Là, ce matin, hier, à 1,28 ou 29. C'est quelques centimes, mais quand on fait beaucoup, beaucoup de déplacements, si on doit aller au travail tous les jours, il faut vraiment garder l'œil sur pour le coup, c'est un coût variable, hein. Mais on veut vraiment garder l'œil et regarder un petit peu, les prix, est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'on va sur une augmentation de prix a priori ou pas? Parce que sur l'essence, c'est très facile d'avoir des écarts quand même importants d'un mois sur l'autre, en fait, dans les dépenses. Donc, le petit jeu, par contre, avec ce type de budget, c'est de déterminer au mieux possible ces catégories. Donc, c'est justement l'exercice que vous aviez fait, je pense. Elwin, c'est ce que vous nous disiez, qu'il n'y avait pas assez de détails. Là, en utilisant ce genre de modèle, pour le coup, on peut avoir beaucoup, beaucoup de détails et aller vraiment dans la profondeur, en fait. Donc, ça demande plus de travail au début. Mais une fois que c'est fait, j'allais dire, c'est du bonheur parce qu'on va rentrer nos chiffres et puis tout de suite, les choses se font. Donc, on veut vraiment mettre ce type d'énergie là-dessus. Si vous procrastinez, donc si vous souhaitez remettre à demain, d'ailleurs, pourquoi pas demain? Encore une fois, on est le 1er juillet. Donc, ça tomberait bien pour commencer. Mais si vous voulez remettre à demain parce qu'il y a quelque chose que vous préfériez faire, c'est normal. Le cerveau veut toujours faire ce qui est le plus simple et le plus agréable pour l'instant T. Donc, tout le jeu là, c'est vraiment d'aller éduquer son cerveau et aller éduquer son cœur aussi à réfléchir un tout petit peu plus et se dire oui, je sais bien, ça va être fatigant, ça va être difficile peut-être pour quelques heures, ça va peut-être me prendre 1 heure aujourd'hui, 2 heures demain, 30 minutes après-demain, je reprendrai encore 2 heures, etc. Mais une fois que ça sera fait, ça va me permettre de. Et c'est là où vos priorités, vos rêves, vos valeurs sont essentielles. Si vous ne les avez pas déterminées avant de commencer un budget personnel,
Quand on rentre dans le détail, vraiment de le mettre en place et de le tenir, vous n'avez plus de ce qu'on appellerait des garde-fous en fait. Vous ne savez plus pourquoi vous le faites. Et du coup, comme vous n'êtes pas plus capable ou pas capable d'aller chercher constamment ce pourquoi, ben, c'est encore plus facile de se dire oh, j'essaierai demain ou je le ferai demain parce qu'on ne se rappelle plus pourquoi. Encore une fois, pour le régime, on pourrait se dire effectivement je veux faire un régime et perdre du poids pour rentrer dans un pantalon taille 6 là ou taille 4. Mais il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a des gens, ils veulent perdre du poids parce qu'ils veulent être sûrs de vivre jusqu'à un certain âge et profiter de leurs petits-enfants. Mais c'est complètement différent si on a vraiment pensé à pourquoi je fais ça. Quand on s'assoit à la table et qu'on doit préparer son repas, ben, on a cette idée-là très précise, très émotionnelle qui vient nous chercher et qui a priori nous aide par rapport à nous jeter sur nous jeter. Vous pouvez le faire aussi de temps en temps. Hein. Moi, j'ai mangé 2 croissants au chocolat ce matin, ça va très bien, merci. Mais on veut vraiment se rappeler pourquoi, comment et revenir à ces fondamentaux en fait. Donc, on se lance dans le budget en sachant pourquoi est-ce qu'on fait un budget et pourquoi est-ce qu'il est important qu'on se tienne dans chacune de ces catégories à ce qu'on a identifié comme étant prioritaire, secondaire, négligeable. D'accord ? Des questions, des commentaires ? Moi, je pense que je vais me mettre sur papier. C'est vraiment... ouais. Ah, ça aiderait un peu quand même ? Oui, oui, quand même. Oui. Ok, super. Bah, pour vous, en plus, j'ai une super idée. C'est que comme vous êtes très attentive, en fait, en plus aux chiffres que vous dépensez, puis enfin, à ce que vous dépensez, vous dites peut-être la semaine prochaine, il y aura des soldes, etc. Ou des discounts, des rabais. Mais ça vous permettrait vraiment de déterminer, en fait, combien d'argent vous dépensez pas. Et cet argent-là que vous ne dépensez pas, bah, vous pouvez le mettre un petit peu en plus comme épargne. Tout à fait, tout à N'est-ce fait. pas? Donc, Ouais, oui, oui, plutôt très que de garder. intéressant. Ok, super. Donc, les étapes pour créer un budget traditionnel. Là, c'est le modèle encore plus simple que celui que j'avais ici. Hein. J'en ai d'autres, en fait, à vous montrer, mais celui-ci, c'est le plus simple. Donc, étape 1, vous allez dresser la liste de vos revenus. Donc ça, c'est vrai que parfois, on ne sait même pas combien est-ce qu'on gagne. Moi, je suis entrepreneur, donc c'est vrai que d'un mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, ça change. Si vous êtes d'ailleurs entrepreneur, ce type de budget, c'est compliqué. Moi, j'ai dû développer aussi ma propre méthode en fait en tant qu'entrepreneur parce que j'en trouvais pas. Donc, si vous êtes entrepreneur, dites-le moi et puis je vous passerai au fur et à mesure en fait des petites astuces spécifiques pour les entrepreneurs. Mais si vous êtes employé, parfois, si je vous demandais la question, combien est-ce que vous avez gagné exactement sur votre dernière fiche de salaire? Puis on ne me dit pas juste autour de 2300, non. Est-ce que c'était 2256? Est-ce que c'était 2452? Je ne sais pas, mais est-ce que vous connaissez le chiffre exact? Souvent, on me dit, non, je ne sais pas trop. Donc, de connaître le chiffre exact, c'est important, déjà parce que c'est la valeur qui vous est donnée en échange de votre travail, puis le coût, le temps, c'est de l'argent. Hein. On veut savoir exactement ce que ça nous rapporte, ce temps-là qu'on donne, qu'on investit, justement. Mais aussi, si on est trop dans les approximations, une approximation, plus une deuxième approximation, plus une troisième, plus une quatrième, à la fin, ça a grossi et peut-être que c'est ça qui vous met en dette aussi. Si je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai dépensé 26 $, 32 et 47, c'est très dur en fait. Notre tête, elle va pas savoir exactement. Je vais peut-être dire, je suis à peu près autour de 110, 120, mais est-ce que je suis plus près de 140? Si mon budget pour le mois, c'était de 100 $, enfin, s'il me restait que 100 $ sur mon compte, je suis déjà à côté en fait. Donc, on veut être très, très précis dans les unités. On veut aussi savoir, bien sûr, donc salaire, pension alimentaire, etc. Vous pouvez aussi mettre un objectif pour ce mois-là. Ça, j'adore. La case, elle est toute simple. Pour commencer, vous ne vous embêtez pas. Vous déterminez le premier mois. Ce que j'adore comme objectif, c'est tout simple. C'est je veux savoir où est allé mon argent.
Tout simplement. Vous ne vous posez pas plus de questions que ça. C'est pas la peine d'essayer de refaire le monde en un mois. C'est ça qui m'embête aussi beaucoup avec un certain nombre d'applications mobiles ou de méthodes de budget. Il faudrait que tout soit parfait dès le début. Non, ça ne sera pas le cas. C'est beaucoup de pression psychologique, c'est beaucoup de pression intellectuelle au niveau de nos apprentissages, etc. On veut aller petit pas par petit pas, des baby steps. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Dave Ramsey aux États-Unis, qui est un éducateur en finances personnelles qui a développé une méthode spécifique qui s'appelle Baby Step. Enfin, il parle beaucoup des baby steps, en fait. C'est pas ce que je vous dis là. Enfin, c'est pas sa méthode que je vous partage, mais il parle beaucoup d'avancer doucement, doucement. C'est ça qui nous met dans la bonne direction. Donc, vous allez déterminer votre objectif. Savoir où va mon argent, identifier mes zones comment est-ce que je pourrais appeler ça, mes zones c'est pas d'explosion, c'est de là où je me lâche un peu trop, là où je vais dépenser trop. Mes zones d'ignorance aussi. C'est pour ça qu'on a budget prévu, puis total dépensé. C'est que parfois on va penser que et on n'a pas le bon chiffre en fait en tête. Donc on veut à la fin de son premier mois savoir où est allé son argent et de combien on parle. Donc, vous allez en fait pouvoir vous faire vos petites catégories. Si vous n'aviez jamais fait de budget, vous prenez ce type de papier, puis vous dressez la liste de vos revenus, vous dressez la liste de vos dépenses planifiées par catégorie. Donc, vous réfléchissez, c'est vrai et puis vous essayez de ne pas être interrompu, hein, c'est pas facile, ou des fois les gens nous interrompent, parfois c'est nous qui nous interrompons parce qu'on n'a plus l'habitude de se concentrer souvent sur les choses, on a le téléphone, on a les gens, on a des choses qui nous interpellent là tout autour, mais vous voulez vraiment réfléchir, vous dire, OK, qu'est-ce que je dois a priori, sur quoi je dois a priori dépenser ce mois-ci? Il y a l'endroit où on vit, il y a les factures, il y a le transport, puis il y a quoi d'autre en fait? Parce que ce type de budget aussi qui est très détaillé, c'est quand on a tendance, quand on fait son dépense, quand on fait son budget avec ça, on a tendance à se dire, ah tiens, j'ai rien mis on va être en réactif en fait avec le budget. Ce qu'on peut faire après 2, 3, 4 mois, mais au début, je préfère qu'on ne le fasse pas parce que sinon on va regarder, ah tiens, cinéma, ah j'ai rien mis dans le cinéma, bon tiens, allez, je vais mettre de l'argent en fait dans le cinéma. Vous voulez au contraire, plutôt que de réagir à des catégories, les penser à partir de zéro pour voir ce qui est le plus important. Et après, vous rajoutez si vous souhaitez. Mais donc, dressez la liste des revenus, dressez la liste de vos dépenses planifiées par catégorie. Et puis, je mettais un point d'interrogation parce que là, on n'a pas la liste de l'épargne. Donc, il faut que vous vous créiez vous-même dans les catégories, en commençant par ça, vos lignes d'épargne. Combien d'argent vous allez mettre de côté, combien d'argent de côté pour les investir, pour votre épargne, pour payer les dettes. Vous voulez vraiment commencer avec ça et avec le toit sur la tête, j'allais dire. Donc, vous pensez à vos dépenses fixes, vos dépenses variables et aussi à ce qu'on appelle les dépenses occasionnelles. Toutes les dépenses qu'on a à faire dans l'année ne viennent pas à chaque mois. Je parle toujours de la plaque d'immatriculation pour la voiture. C'est le mois de votre naissance, en fait. Ici, on va avoir les impôts tous les 3 mois, si vous payez des impôts tous les 3 mois. On va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les vacances, éventuellement, là, les frontières rouvrent. Si on a pu mettre de l'argent de côté sur les vacances, bon, bah, ça va être une fois dans l'année, c'est pas tous les mois. Donc, dans ces cas-là, dans les dépenses occasionnelles, une des bonnes pratiques, c'est pas la seule, mais une des bonnes pratiques, c'est de compter. Tiens, on va prendre les fêtes de fin d'année. Si vous célébrez les fêtes de fin d'année, donc Noël par exemple, ou le jour de l'an, ou les fêtes juives de la fin d'année par exemple, on sait, s'il n'y a pas de surprise, hein, Noël c'est toujours à la même date d'une année sur l'autre, donc c'est pas comme si on ne savait pas, dépendamment de votre budget, de votre famille, de vos valeurs, de la façon dont vous fêtez, etc., vous pourriez très bien demain, au mois du 1er juillet, déterminer pour les personnes qu'il y a dans votre famille ou à qui vous faites des cadeaux habituellement, des cadeaux en argent habituellement et vous dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais offrir cette année à telle personne, à telle personne, à telle personne, combien est-ce que je vais mettre d'argent? Puis je vous dirais, parfois, c'est pas non plus juste l'argent, le cadeau, surtout si on veut être très agressif dans le remboursement de ses dettes, par exemple. Parfois, on veut même offrir des expériences plutôt. Donc,
Les enfants, parfois, ce serait bien de leur dire ben, ne me fais pas de cadeaux, mais par contre, fais-moi des petits chèques papier là, avec tes petits dessins que je peux utiliser à chaque fois que je veux pas faire je veux pas faire le ménage, par exemple, que les parents veulent pas faire le ménage, ben, c'est un des enfants, on va vous donner un des chèques que vous faites. Donc, pas toujours avoir le réflexe, je dois dépenser pour un cadeau. Quelles sont aussi les expériences en fait que je peux faire? Vous pouvez aussi préparez votre famille. Si vous avez beaucoup de dettes et que vous voulez vraiment que le cadeau pour la famille en décembre, c'est qu'il y ait moins de dettes en fait, de dire bah, écoutez, c'est vrai que d'habitude on fait des cadeaux. Cette année, plutôt que de mettre de l'argent sur des choses, on va mettre de l'argent qu'on aurait dépensé sur les choses, on va le mettre ensemble et puis on le met pour repayer une des cartes de crédit par exemple. C'est un cadeau en soi. Donc réfléchissez autour de ça par rapport encore une fois aux priorités. C'est pour ça que je parle des repaiements des dettes, parce que c'est souvent une de nos priorités en fait si on a été endetté. Ce qui peut étudier ah oui, pardon. Donc, vous allez, par contre, si vous êtes vraiment sur un montant, bah, vous prenez ce montant que vous pensez dépenser au mois de décembre, et puis vous le divisez en 6 mois. Donc, on est en juillet, les dépenses se font en décembre. Vous pourriez diviser, peut-être que vous allez penser à faire $120 de dépenses, ou peut-être $1 200, peut-être $12 000. Ça dépend de votre budget. C'est vous qui décidez. Vous regardez qu'est-ce qui fait sens en fait par rapport aux répartitions de vos dépenses. Puis vous divisez ça en 6. Donc $120 divisé par 6, ça fait $20 par mois. Donc au lieu d'avoir $120 qui sortiraient au mois de décembre, vous mettez un petit ou un gros d'ailleurs $20 de côté à chaque mois. Et vous aurez au 1er décembre l'argent dont vous avez besoin pour faire vos courses de Noël sans utiliser la carte de crédit. Donc c'est ce qu'on appelle la répartition des dépenses occasionnelles, bien sûr. Pour identifier les différents montants, vous pouvez aller regarder vos 3 derniers relevés de dépenses, ça peut aider. Et surtout, identifier les pourcentages de chaque catégorie. Ça aussi, c'est très, très intéressant. Il y a une méthode de répartition qui voudrait qu'on dépense 50% de ses revenus sur les dépenses essentielles. Donc, c'est ce qu'on appelle les dépenses essentielles, c'est le transport, c'est la tête, avoir un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, la possibilité de se déplacer et des assurances en fait pour se protéger. Donc ça pourrait être ces dépenses essentielles. Parfois la nourriture en dedans, parfois pas dedans, c'est vous qui décidez. Mais 50% là-dessus. 20% sur le remboursement des dettes et l'épargne et l'investissement, et 30% sur les plaisirs, donc l'argent discrétionnaire qu'on va utiliser pour les restaurants, les habits, etc., etc. Donc ce 50-30-20, c'est une base de réflexion. Maintenant, il y a des gens qui sont qui peut-être ne payent plus en fait ou ne payent pas pour une raison ou pour une autre de loyer. Donc là, ils vont répartir l'argent comme ils le souhaitent. Il y en a d'autres qui décident de mettre beaucoup plus d'argent dans leur épargne. Donc, ce n'est pas un 20%, ça va être peut-être un 40%. Je vous dirais, ça dépend aussi de la ville dans laquelle vous vivez, puisqu'à Toronto et dans la région, par exemple, les loyers ou les mortgages, les hypothèques de maison sont tellement chères qu'on a une proportion de la population qui dépense plus de 50% juste pour payer son loyer, qui est en train d'exploser en fait ces dernières années. Je ne parlerai pas du Covid en plus, ça rajoute. Mais vous voulez vraiment aller faire un petit calcul de pourcentage pour regarder si ça fait sens en fait pour vous. Si c'est quelque chose qui vous choque en fait. Vous avez fini votre premier mois de budget et puis vous vous dites oh, mon Dieu, je ne me rendais pas compte qu'on dépensait 55% de notre revenu sur telle chose ou sur telle autre, etc. Donc c'est vous qui voyez. Une autre chose d'ailleurs, avant que j'oublie, que j'adore, par rapport à la façon dont on va évaluer aussi nos dépenses, on peut parler des pourcentages. J'aime aussi parler du taux horaire de mes dépenses. Donc, mettons, vous êtes payé $35 de l'heure pour le travail que vous faites. Et puis, vous vous dites, demain, tiens, j'emmène mon fils au restaurant. Comme c'est la fin de l'année scolaire, je l'emmène dans un beau restaurant. Il aime bien manger de la bonne viande. Bon, ce repas, je pense qu'il va coûter peut-être autour de $70-80. Si j'étais payée, je suis entrepreneur, donc le système est différent, mais si j'étais payée $35 de l'heure et que le repas, il est de 70 ou
ou 105 $. Ben, ce repas va me coûter 2 heures de travail, 3 heures de travail. Le loyer dans lequel je vis, vous pouvez aussi faire ce calcul-là. Si vous êtes payé 35 $ de l'heure et que, mettons juste pour le calcul, que le loyer que vous avez est de 3 500 $, ça veut dire que déjà 100 heures de travail que vous faites dans le mois passent dans votre loyer. Qu'est-ce qui reste? N'est-ce pas? Si vous faites vraiment 35 heures, enfin bon, c'est une façon de parler, mais si vous faites 35 heures de travail à 35 $ par mois, par semaine, sur le mois, ben, on voit qu'il vous reste en fait 35, 70, 65, il vous resterait 15 heures, 15 heures de travail pour faire tout le reste en fait, si votre loyer vous prend 100 heures de travail. Donc, c'est aussi une bonne façon d'ailleurs de se restreindre sur certaines choses et là j'utilise le mot restreindre, pour le coup, j'aime pas les idées de restriction, mais là pour le coup, c'est l'idée de se restreindre. Si on veut acheter quelque chose dont on n'a vraiment pas besoin, bah, de se dire est-ce que je peux y mettre 4 heures de salaire ou 5 heures de salaire ou une journée de salaire, etc. Donc, ça aide à donner une certaine échelle en fait à ce qu'on achète. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette méthode du salaire de l'heure, c'est qu'on est dans une société de consommation où on voudrait nous faire penser que tous les biens et services sont à notre portée. On pourrait s'endetter et se l'acheter. Sauf qu'en fait, il y a une époque, moi quand je faisais des études de marketing et que les produits se lançaient, même si c'était la fin de cette période-là, mais quand il y avait des produits qui se lançaient, des voitures, des produits de luxe, etc., les marketeurs déterminaient toujours et les vendeurs déterminaient toujours la tranche de revenus qui était la plus adaptée pour vendre ce produit. Ça correspondait aux besoins, ça correspondait aux possibilités en fait d'achat. Aujourd'hui, on a l'impression que ces lignes, elles ont complètement disparu. Les publicités auxquelles on va être confronté, elles n'ont plus de rapport en fait à nos revenus. Encore une fois, on a l'impression que tout serait à notre portée ou on pourrait tout s'acheter. Il faut vraiment regarder à nous d'être responsables et de faire attention à l'argent qu'on gagne justement durement et de se dire, OK, j'ai envie d'aller regarder, j'ai envie d'aller acheter ça. Est-ce que ce que ça coûte, ça correspond à ce que je gagne? C'est pas juste est-ce que je peux le dépenser ou est-ce que je peux le mettre sur ma carte de crédit, mais est-ce que ça correspond à ce que je souhaite? Et du coup, on peut se préparer aussi à un gros achat ou un achat de plaisir comme ça. Je vais vous montrer un super outil que j'aime beaucoup. Donc, je vais stopper le share un instant et puis je vous reviens avec cette page-là. Vous êtes toujours avec moi? Ça va bien? Ça va. Oui, entre... Oui, OK. Elvine, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je viens de faire, ce que je viens de partager jusqu'à maintenant qui vous fait réagir particulièrement, que vous avez envie de commenter, vous avez envie de rajouter votre propre approche pour le coup? J'ai une question. Ma connexion n'a pas été intermittente. Je ne sais pas si vous avez mentionné les budgets électroniques, les applications qui permettent, par exemple, Alors, j'ai pas entendu. tout à fait. Les applications, je vais en parler tout à la fin. Okay, Enfin, à la fin, dans les 2 tiers en fait. Tout à fait. Absolument. Je pense que voilà, c'est ça. Donc, on a cet outil, donc toujours pour ceux qui voudraient faire leur premier budget ou refaire leur budget d'ailleurs, ou avoir justement une bonne façon de comparer, vous allez voir, il y a cet outil qui a été complètement refait, qui est proposé par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Je pense que je vous ai déjà parlé de cet organisme. C'est un organisme fédéral qui accompagne toutes les questions d'éducation financière, en fait, qui était un petit peu, je dirais, très honnêtement, très franchement, assez vieillot, en fait, à une époque, pas vieillot, mais pas très pertinent, les choses dataient un peu. Là, ils ont vraiment, vraiment revampé et ils ont donc cet outil-là qui s'appelle planificateur financier, donc qui permet d'avoir un budget simplifié et avec des fonctions clés. Donc, vous pouvez sauvegarder votre budget à l'aide d'un lien unique. Vous allez créer votre profil, vous pouvez faire votre budget. Vous pouvez personnaliser votre budget selon vos besoins. Donc, on parlait des catégories, par exemple. Là, vous allez pouvoir rajouter en fait des catégories selon vos besoins, les enlever, etc. Vous avez des astuces, des indications et des alertes budgétaires. Ça, j'adore parce que justement, je parlais des pourcentages. Là, ça va vous donner justement ces idées de pourcentage en vous alertant
gentiment, mais quand même vous alertant en disant bah, tiens, on a l'impression que cette catégorie, elle prend beaucoup de votre revenu. Comment est-ce que vous pourriez peut-être redéfinir des petites astuces aussi sur comment payer moins pour telle ou telle chose, renégocier telle chose, etc. Le point 4, graphique et comparaison avec votre Canadien moyen. Parce que parfois, et je l'ai fait d'ailleurs, je le fais assez souvent, je partage des statistiques, j'adore ça. Mais on parle du Canadien moyen, mais le Canadien moyen, c'est pas notre Canadien moyen. C'est pas, par exemple, dans mon cas, une Canadienne. Pour le coup, c'est pas un Canadien, mais c'est une Canadienne, mère d'un enfant, divorcée, entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Immigrante, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Voilà, toutes ces caractéristiques-là. Ben, parce qu'on utilise cet outil-là qui est lié à tous les éléments de Statistique Canada et leurs propres éléments aussi, leurs propres sondages, etc. Ça vous permet de vous comparer. Oh, qui vit bien sûr dans la banlieue de Toronto, ça c'est un élément aussi très important. Donc ça vient nous donner ces petites comparaisons et c'est vraiment très très intéressant parce que parfois on a l'impression d'être tout seul dans nos difficultés. Bon, ben, on peut voir comment ça se passe chez les autres et aussi s'en inspirer éventuellement. Donc c'est les images que vous regardez d'ailleurs, que vous voyez défiler là sur le côté. Donc on va arriver à graphique et comparaison de votre Canadien moyen. Hop, vous voyez, où va votre argent, ça vous dit. Et puis comparaison avec le Canadien, votre Canadien moyen. J'adore qu'ils disent votre Canadien moyen. Donc on a le logement, ben, vous êtes là. Le Canadien moyen, il est peut-être dans le grisé en fait. Donc on est à moins. L'alimentation, c'est à peu près la même chose, etc. Donc c'est excellent pour aller voir où est-ce qu'on se situe. Les prochaines étapes, les suggestions, les liens utiles. Donc, ça va vous faire des liens sur des outils qui sont chez eux, de calculateurs, etc. Ils ont aussi une approche de ce qu'on appelle gamification. Donc, ils font ça un petit peu comme un jeu. Donc, vous pouvez gagner des badges. Il y a des gens que ça amuse beaucoup. Moi, c'est vrai que parfois ça m'amuse, parfois je trouve ça un peu fatigant. Mais ça peut aussi amuser les enfants, en fait. Si vous avez vos enfants ou des amis ou votre partenaire que vous voulez un peu faire ça comme un jeu, bon ben voyez là, vous prenez vos finances en main et vous faites un budget, ça c'est le premier badge. Le deuxième, c'est vous avez personnalisé votre budget pour répondre à vos besoins. Le troisième, c'est vous avez un budget équilibré, vous vivez dans vos moyens, etc. Et la feuille de calcul est téléchargeable, donc vous voyez aussi qu'est-ce que ça vous donne. Donc, vous pourriez aller sur ce site, déterminer vos catégories, déterminer votre profil, etc. Et vous pourriez, à chaque fin de mois, mettons par exemple, avoir une feuille de calcul que vous pourriez mettre sur Excel et ça vous ferait votre budget. Vous avez après votre document Excel avec chaque mois. Donc, Elwin, vous me parliez des applications. C'est vrai, on en parle dans le courant de l'atelier, mais j'aime bien ça parce que ça nous permet quand même d'avoir, j'allais dire, un petit peu des deux en fait. On a l'application, on a le système d'application sur l'ordinateur, c'est pas sur le téléphone, mais sur l'ordinateur, qui nous permet assez facilement d'aller faire certaines modifications et personnalisations. Et on a toujours la puissance aussi d'Excel si on le souhaite derrière. Avec les applications, ce qu'on a, c'est bien sûr la connexion au compte bancaire, mais je vous en parlerai encore une fois juste après. Donc, on aurait pu faire une simulation, mais je vois qu'il est 7h moins le quart. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller faire ce petit exercice-là. Vous mettez votre situation familiale, votre groupe d'âge, votre statut d'emploi, votre logement, votre principal objectif budgétaire. Et puis, juste après, voyez les principaux objectifs, ça serait rester sur la bonne voie, économiser plus d'argent, couper mes dépenses, réduire ma dette ou créer mon premier budget. Et selon ce que vous allez répondre, là comme priorité, ils vont pouvoir vous guider. C'est vraiment de l'intelligence artificielle en fait derrière avec pas mal de petits scénarios de soutien et d'accompagnement. Donc, je vous laisse le regarder. Vous allez avoir le lien, mais vraiment, je vous encourage à aller faire ce petit test. D'accord? Est-ce que vous pouviez regarder mon écran? Vous le voyez, vous étiez en train de regarder ce site. Oui, oui, oui. Ah, d'accord, j'ai eu un doute d'un coup parce que quand je suis revenue sur le... Parfait, donc on continue. Se poser les bonnes questions, par contre, avant de commencer un budget. C'est combien me faut-il, parce qu'on pourrait continuer de mettre des chiffres dans des tableaux, sans prendre le temps de répondre à certaines questions. Il y a 3 questions que je vous propose de travailler. La première, c'est combien me faut-il pour assurer mes besoins essentiels? Donc, pour assurer mon toit, ma nourriture et ce que je considère comme essentiel pour ma sécurité. Ça représente combien ça par mois dans l'année
cet argent-là? Et est-ce que ce que vous gagnez aujourd'hui vous permet d'assurer au moins votre sécurité? D'accord? Ça, c'est les essentiels. Après, on a le plus. Et le plus, c'est mon style de vie. Vous me direz, la sécurité aussi, une maison, quand on dit un toit sur la tête, c'est la sécurité avec 4 murs et une clé qu'on peut fermer, enfin une porte qu'on peut fermer à clé. Forcément, vous fermez la porte à clé, vous avez peut-être juste une pièce, vous en avez peut-être 10. Ça, c'est déjà du style de vie, en fait, hein. Mais on veut pouvoir faire la différence quand même. Donc, combien vous faut-il pour vous assurer votre style de vie ou vos désirs? Et combien vous faut-il pour préparer vos prochaines étapes de vie? C'est ces 3 éléments, en répondant bien à ces 3 éléments, qu'on est vraiment capable de voir si on a les revenus pour couvrir nos dépenses essentielles et complémentaires. Donc, vous avez vu au début, on parlait de dépenses fixes et de dépenses variables. Moi, j'aime beaucoup parler de dépenses essentielles et de dépenses complémentaires. Donc, on a les dépenses essentielles de survie dans les familles de dépenses. On a les dépenses essentielles de survie. On a l'épargne, la dette et les assurances, hein. On veut assurer notre toit, on veut se payer, on veut se protéger. Et puis on a le reste, les dépenses annuelles, ponctuelles, etc. quand ce n'est pas mensuel. On a le fun money. Puis fun money, c'est une catégorie en soi dans laquelle vous mettez ce qui vous fait plaisir. C'est vous qui décidez. Mais vous avez vraiment, par rapport à l'idée de restriction, en fait, ou de limitation, là, en utilisant ce type de terme ou juste ce type d'idée, on se dit, OK, là, j'ai quand même un montant avec lequel je peux faire ce que je veux. Donc, on relâche un petit peu la pression de je contrôle, le restaurant, il ne faudrait pas que ça dépasse ça, la nourriture, il ne faudrait pas que ça dépasse ça. Non, vous avez cette catégorie-là, vous avez ces montants, effectivement, mais vous relâchez un petit peu de pression là-dessus. Et vous avez aussi tout ce qui est célébration, engagement familial, engagement professionnel, engagement sportif, etc., qui vont vous faire aussi des dépenses supplémentaires par année et que vous allez pouvoir calculer. Donc, c'est des familles de dépenses et des catégories de dépenses. En partant de cette idée-là, plutôt que d'avoir 10 000 catégories, on va les regrouper en 3 colonnes, entre guillemets. On a les dépenses essentielles de survie. C'est vous qui déterminez ce qu'il y a là-dedans. Donc, moi, j'ai mis logement, transport, garderie, si vous avez des enfants en bas âge ou qui doivent être à l'école le matin, la garderie de l'école le matin ou le soir. Les factures de services, donc factures de téléphone, d'électricité, d'eau, etc. L'épicerie. Dépenses essentielles de survie, ça serait ça. Et puis, on regarde, on fait déjà ce total-là, on met son énergie là-dessus, on va vraiment chercher les informations là-dessus et on regarde ce que ça donne par rapport déjà à notre salaire et où est-ce qu'on se situe. Après, on va commencer à réfléchir aussi à l'épargne, aux dettes, aux assurances. Donc ça, c'est notre atelier de la semaine prochaine. Je vous reparlerai de cette idée de fonds d'urgence, d'épargne, de RE, de RER, de CELI, tous ces mots-là. Et on a effectivement encore notre grande famille de fund money dans laquelle on met ce qu'on veut. Mais voyez, comme ça arrive en 3e, ben, on a a priori, comme on s'est concentré d'abord sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, peu importe, à essayer d'identifier, d'affiner au mieux nos besoins et nos montants sur les dépenses essentielles. Puis après, on a réfléchi sur les dépenses, les épargnes, l'assurance, etc. Ben, fun money, ça va être déterminé par soi-même, en fait. C'est pas comme si on risquait de mettre trop d'argent dans cette catégorie et du coup de se retrouver en dette parce qu'on ne peut pas couvrir l'essentiel, en fait. On part du plus important, entre guillemets, ou du plus essentiel au moins essentiel. On en a besoin, puis on a le reste. Ça, je vous laisserai le regarder. Donc, c'est comment repenser effectivement son revenu, hein. C'est juste des petits guides donc, au niveau de vos sources. Si vous voyez que votre budget ne s'équilibre pas, bien sûr, il y a 2 façons de réagir à ça. C'est soit on baisse nos dépenses, soit on augmente nos revenus. Donc, c'est là que je parle de filet de sécurité et puis c'est aussi des ailes, en fait, qui peuvent nous porter les revenus. Est-ce que ponctuellement, on va prendre peut-être un 2e emploi pour essayer de rembourser des dettes ou d'assurer quelque chose? Je connais une entrepreneur justement qui était employée puis qui a décidé de se lancer comme Uber, comme chauffeur Uber. Puis tout l'argent de chauffeur Uber, elle l'a mis pour créer son fonds d'urgence parce qu'elle n'avait pas de fonds d'urgence. Et ça lui a permis en plus du coup, quelques mois après, le temps de faire ce fonds d'urgence, de démissionner, de se lancer à plein temps dans son entreprise. Et elle savait qu'elle avait 6 mois de salaire, en fait, 6 mois de dépenses, pardon, qui étaient couverts. Donc, sa source 1, sa source 2, sa source 3 de revenus, chaque avait une définition, une direction spécifique.
il y a le plan A, donc les revenus vont bien. Quel est le plan B s'il y a un problème? Quel est le plan C s'il y a un problème avec la réponse au premier problème? Et vous pouvez aussi, quand vous avez fait ce type de réflexion, vous faire un plan de croissance de votre valeur sur le marché. C'est une chose d'être salarié et de regarder à la promotion ou à l'augmentation qu'on va avoir à chaque année. C'est aussi différent de se dire, OK, là pour l'instant, mon employeur ou le marché du travail considère que mon salaire par heure, là, ce qu'on me paye en échange d'une heure de ma vie, puis multiplié par autant d'heures qu'on travaille dans l'année, ça vaut 35 $. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis on travaille avec des agences, des associations communautaires, par exemple, ou des coachs, des associations de développement économique. On a tout un tas de ressources gratuites autour de nous pour nous aider. Est-ce qu'il y a un cours que je pourrais prendre? Puis il y a des cours aujourd'hui qui sont payés. Il y a des formations il y a des formations continues qui sont subventionnées, qui sont payées par l'État canadien ou par la province de l'Ontario parce qu'il y a des besoins, justement, ils savent qu'il y a des besoins pour upgrader les gens ou leur faire découvrir des nouveaux métiers. Donc, allez regarder ça, vous voulez augmenter votre valeur par heure. Et quand vous allez augmenter votre valeur par heure, idéalement, ça veut dire que vous augmentez vos revenus. Surtout, vous n'augmentez pas automatiquement la totalité de vos dépenses. Ça serait dommage, vous allez rater des opportunités, soit de rembourser vos dettes, soit d'augmenter votre capacité de sécurité financière et de liberté financière, en fait. Donc, de vraiment, quand on travaille son budget, d'aller aussi travailler ses sources de revenus, en fait, pour aller augmenter sa source de revenus. OK, les outils. Papier, stylo. Pourquoi est-ce que je parle du papier, stylo en premier? C'est qu'en fait, quand on commence à s'engager dans un travail manuel, notre cerveau, il y a beaucoup plus de notre cerveau qui s'engage en fait dans ce travail-là. Et du coup, le message qu'on envoie à notre cerveau, un petit peu comme si c'était un ennemi ou un ami, en fait, c'est attention, je suis en train de faire quelque chose qui requiert toute ton attention. Ça nous pousse à vraiment nous concentrer. Si on est sur des applications de téléphone tout de suite et uniquement, sans avoir fait le travail de fond, j'allais dire, le risque, c'est qu'on va être dans une espèce d'habitude en fait d'aller taper et notre cerveau ne fait pas la différence, ne fait pas suffisamment en fait la différence et ne s'engage pas en fait en termes de concentration suffisamment dans ce qu'on est en train de lui demander de faire. Pardon, du coup j'avais mon téléphone, j'ai coupé le son. Donc première chose, vraiment papier stylo. Comment? Le premier, donc je vous ai parlé de ce premier budget que vous pouviez faire. On a regardé, il y en a un que vous pourriez imprimer, il y en a un que vous pouvez aller faire sur le site internet de l'Agence de la consommation. Vous pouvez aussi, plutôt que de faire un budget tout de suite, prendre un papier et un stylo que vous gardez dans votre sac, vous gardez à portée de main, et à chaque fois que vous faites une dépense dans le prochain mois, vous l'écrivez. Vous vous occupez pas des catégories, vous vous embêtez pas avec rien d'autre. Vous commencez par faire ce qu'on appelle le tracking, donc le suivi de vos dépenses. Et à chaque fois, donc vous avez votre petit carnet, vous avez votre stylo, vous mettez la date, vous mettez la dépense, vous mettez ce que c'est. Puis vous rajoutez un petit commentaire si vous voulez avec. Tiens, j'ai l'impression que c'était essentiel, j'ai l'impression que ça m'a fait plaisir, j'ai l'impression que je l'ai regretté, j'ai l'impression, peu importe. Et à la fin du mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une masse d'informations très importante que vous allez pouvoir transposer dans un Excel, parce que vous allez regarder ce que vous avez écrit, puis vous allez vous dire, ah voilà, ça c'est mes catégories. Vous allez aussi regarder l'argent qui part de votre compte pour des paiements de factures automatiques, des choses comme ça, mais vous allez avoir vos catégories. Donc plutôt que de vous asseoir et y réfléchir, vous allez être plutôt déjà dans l'action. Et ça, c'est important, toujours d'être dans l'action quand il s'agit de budget, plutôt que de réfléchir sans passer à l'action, parce que là aussi, on se dit, tiens, c'est pas si important, je commencerai le mois prochain. Et en fait, le mois prochain se transforme en 5 ans et l'argent est perdu. Le temps est perdu, l'argent est perdu. Deuxième étape, dépendamment du niveau de confort et du niveau de connaissance que vous avez déjà, compréhension que vous avez déjà de votre budget, vous pouvez passer à l'Excel. Donc là, comme je le disais, vous avez les catégories, vous avez tout ça. Donc vous pouvez passer à cet Excel que vous allez soit utiliser tel quel, soit personnaliser, etc. J'enverrai à l'équipe des modèles en fait que j'ai sur Excel, que j'ai téléchargé, c'est pareil, auprès d'un organisme qui s'appelle Credit Canada, que j'aime beaucoup. Ça vous donnera un autre exemple. Je vous avais déjà montré l'exemple du template sur Office. On a ce template supplémentaire éventuellement que vous pouvez utiliser. Un autre élément que vous avez dans votre boîte à outils,
puisqu'on parle d'outils, là, ça veut dire qu'il y a une boîte à outils, hein, on n'a pas juste une chose, on en a plusieurs qu'on va utiliser. Les banques qui vont forcément gérer notre argent, hein, on a notre compte chèque, notre compte d'épargne. La façon dont on organise nos comptes et la façon dont on va tirer profit de certains outils que les banques mettent à notre disposition maintenant, c'est aussi très important. Le premier outil, enfin le premier, la première recommandation que je pourrais vous faire, c'est vraiment d'aller regarder au niveau de vos comptes d'épargne. Si vous avez tout votre argent que vous mettez de côté dans le même compte d'épargne, le problème c'est que c'est très flou et vous ne savez pas, un petit peu comme pour le budget, à quoi pourquoi est fait cet argent. Vous voyez, vous voulez encore revenir au why. Pourquoi est-ce que j'ai mis de l'argent de côté? Est-ce que c'était pour tel projet? Est-ce que c'était pour telle urgence? Est-ce que c'était pour telle réalité? Vous voulez vraiment, et la plupart des banques aujourd'hui, que ce soit les banques traditionnelles ou les banques en ligne, nous permettent d'ouvrir un certain nombre de comptes e-saving gratuitement. Donc, vous voulez aller profiter de ça. Moi, j'en ai 4, je crois, pour mon côté personnel, par exemple. J'ai mon compte général, j'ai mon épargne spéciale. J'ai mon épargne où je mets l'argent pour le loyer, les factures, etc. Je mets de côté à chaque fois que je transfère de l'argent de mon compte professionnel sur mon compte personnel. Hop, il y a une partie que je mets tout de suite sur mes factures. Et voilà. Non, j'en ai oublié un. Qu'est-ce que j'ai oublié? Projet long terme. Puis j'ai les comptes aussi d'investissement, mais ça, j'en reparlerai la semaine prochaine. Donc, vous voulez aller regarder comment est-ce que vous avez organisé vos comptes. Vous voulez aussi aller comparer les offres. C'est pas parce qu'on est avec une banque depuis 20 ans qu'on doit rester avec cette banque pour les 20 prochaines années. Les choses changent. Allez regarder les banques en ligne. Toutes ces banques en ligne, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce qu'elles sont enregistrées entre guillemets auprès de la Banque du Canada et est-ce qu'elles protègent vos dépôts. Et la plupart, de toute façon, on est quand même assez régulier au Canada, donc on prend peu de risques, voire pas de risques du tout en allant passer par ces banques en ligne, dont certaines d'ailleurs appartiennent à des banques traditionnelles, nos 5 grandes banques traditionnelles canadiennes. Ce qui est super avec les banques en ligne, c'est que vous n'avez pas le coût, entre guillemets, qui est porté par les banques traditionnelles, des agences, etc. Mais comme il y a des accords, parfois, vous pouvez quand même utiliser votre carte avec les ATM d'autres banques pour les utiliser. Il y a aussi sur les espaces en ligne de chacune de ces banques, donc quand vous vous connectez avec votre nom, votre mot de passe, etc., votre numéro de compte, vous accédez, parfois c'est très évident, parfois il faut aller fouiller un petit peu. Toutes les banques maintenant ont mis en place des systèmes aussi de budget. Donc, ce que j'adore, c'est par exemple de suivi de budget, en fait. C'est que vous pouvez tout à fait mettre des alertes sur chacun de vos comptes selon que le solde atteigne un certain montant. Donc, si votre compte chèque atteint un montant trop bas pour gérer parce que vous avez bien fait votre calcul, vous savez que vous avez des factures qui arrivent tout le long du mois, etc. Vous pouvez tout à fait déterminer pardon, un montant au-dessous duquel il ne faut pas que ça aille. Et vous allez recevoir un SMS, en fait, un message texte sur votre téléphone ou un email, c'est vous qui décidez, ou un courriel qui vous dira attention, vous avez atteint tel montant. Donc, c'est très intéressant. Pareil, pour repayer ces cartes de crédit, vous pouvez avoir des alertes. Vous pouvez avoir des alertes à chaque fois que vous recevez des paiements, que vous demandez des paiements, etc. J'adore ça. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser. Il y a aussi des systèmes de budget là-dessus. De répartition des dépenses. Le seul problème, c'est que parfois, ils n'attribuent pas la banque ou le système utilisé par la banque n'attribue pas la bonne catégorie à une dépense. Donc, il faut lui apprendre en fait. Il faut être patient. N'essayez pas de refaire tout en même temps, les 3 ou les 6 derniers mois de vos transactions bancaires et changer les catégories. Mais c'est important de le faire. Je crois que j'avais regardé Uber Eats, justement. Je me demande si ça ne me le mettait pas. Ça ne me le mettait pas du tout en restaurant. Ça le mettait en... Qu'est-ce que c'était? Je crois que ça me le mettait en essence ou en transport. Je crois que ça avait mis en transport, en fait. Ça ne faisait pas la différence entre Uber et Uber Eats, quelque chose comme ça. Mais une fois que vous l'avez fait, ça peut aider. Moi, je me suis pas fatiguée à le faire. J'ai d'autres systèmes. Les applications mobiles. Beaucoup, beaucoup d'applications mobiles de budget. Par exemple, You Need a Budget, donc YN AB, beaucoup d'applications mobiles effectivement qui sont lancées dans la gestion de budget.
Je ne le recommande pas dès le début parce que parfois la mise en place en fait peut demander beaucoup d'énergie, de réflexion, etc. Donc on pourrait perdre beaucoup de temps en fait à mettre toutes ces catégories sur ton téléphone portable. Première raison, donc raison de mise en place en fait. La deuxième raison, c'est qu'on n'a pas forcément toujours besoin de suivre toutes ces catégories sur son téléphone portable. Une de mes recommandations, c'est d'avoir un budget papier ou Excel pour la majorité de ces dépenses, puisque la majorité de nos dépenses, de toute façon, elles sont à peu près les mêmes d'un mois sur l'autre. Et j'ai pas forcément besoin de savoir combien est-ce que je vais payer d'électricité quand je suis pas chez moi. Par contre, quand je suis à l'extérieur, ce que j'ai absolument besoin de savoir et l'aide, le soutien dont j'ai absolument besoin de savoir, c'est combien est-ce que j'ai dépensé sur une certaine catégorie qu'il est important que je contrôle et combien il me reste à dépenser pour la fin du mois. Donc, typiquement, épicerie, restaurant, essence, toutes ces grosses catégories de dépenses qu'on a besoin de suivre là, parce que si on se laisse trop aller, c'est là où on fait des dépassements en fait sans s'être rendu compte. Ça, je préconise effectivement, si vous en avez l'habitude, si vous le souhaitez, d'aller chercher des applications mobiles pour le faire. Et là, c'est plutôt les applications mobiles qui vous proposent des systèmes d'enveloppe en fait. Donc, vous déterminez la catégorie qui vous importe. Donc, vous n'avez pas 100, enfin 100, j'exagère, mais 30 catégories qui ont déjà été déterminées par l'application mobile. Hein, c'est vous qui décidez. Donc, vous créez votre catégorie épicerie, par exemple. Vous mettez le montant maximum que vous ne voulez pas dépenser. Et du coup, à chaque fois que vous êtes à l'épicerie, vous finissez de payer avec votre carte ou avec votre cash, votre argent comptant. Vous sortez votre téléphone portable, vous rentrez tout de suite, vous regardez votre ticket, vous rentrez tout de suite le montant que vous avez dépensé pour votre épicerie et tout de suite, vous allez regarder, tiens, je devais dépenser 800 ce mois-ci, j'ai déjà fait 2 courses et il me reste, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 130 $ pour finir le mois. Vous avez tout de suite ce qui vous reste pour le prochain dépense. Pareil, vous rentrez dans votre épicerie pour faire vos courses, vous ouvrez votre téléphone portable, vous regardez effectivement combien est-ce qu'il vous reste, vous avez votre petite liste, vous savez ce que vous voulez acheter, etc. idéalement. Mais au moins, vous savez. Donc, je préconise plutôt d'utiliser les applications mobiles pour des catégories de dépenses spécifiques qu'on a besoin de suivre de façon mobile, justement. Une option aussi qui est très disponible sur les applications mobiles de budget, c'est d'aller connecter ses comptes. Mon avis personnel est de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train d'utiliser cette application pour mieux gérer votre argent, ce qui se passe avec cette connexion des comptes, c'est que ça va vous ramener tout votre passé dans votre application. C'est pas comme si vous recommenciez à zéro, vous contrôlez pas du tout l'environnement. C'est toutes les informations que vous avez sur votre compte en banque qui arrivent. Alors oui, c'est sûr, c'est intéressant, ça fait des calculs tout seul, etc. Mais je suis désolée de le dire, dans le budget, on ne veut pas que les calculs se fassent tout seuls. On veut les faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se compliquer la vie avec une calculatrice à chaque fois. Hein. On veut qu'il y ait un système de calculatrice. On veut juste pas que ce soit tellement facile qu'on redevienne passif par rapport à la gestion de son argent. Donc, il faut aller chercher un entre-deux, en fait. Celui où on est soutenu un petit peu, mais pas complètement. Parce que si vous êtes complètement soutenu, le jeu d'ailleurs de ces types d'applications et de ce type de système, c'est qu'en fait, on va utiliser de façon anonyme. Hein, ils ne disent pas telle personne a dépensé tel, mais ils vont utiliser les données collectives des dépenses pour aller vendre des recherches, des analyses, etc. à leurs clients. Donc, on est quand même encore dans une logique de consommation, en fait. Et on veut sortir de la logique de consommation. On veut être dans une logique de reprise en main et d'organisation de son argent par rapport à ses priorités à soi. Donc, il faut un mélange entre les deux. C'est pour ça que je préconise le budget papier idéalement ou Excel, de travailler un petit peu à l'intérieur de son propre compte en ayant des alertes pour nous tenir au courant d'un certain nombre de choses. Mais on a nos applications mobiles, effectivement, pour gérer certaines enveloppes. Ce n'est pas toutes nos dépenses qu'on a besoin de gérer tout le temps, c'est les enveloppes. Moi, le budget que j'ai, par exemple, j'en ai effectivement 2 des enveloppes que je suis là très régulièrement. C'est celle
c'est celle de la nourriture, donc l'épicerie et celle de la restauration, que ce soit restauration sur place ou à emporter, je mets ça dans la même catégorie, surtout avec le Covid où tout était fermé. Donc, c'est les 2 seules catégories que j'ai sur mes propres applications. Pour certains, si vous avez beaucoup d'enfants, par exemple, et qu'il faut leur acheter régulièrement des habits ou des choses, des activités, des choses à l'extérieur, etc. Moi, j'en ai qu'un et puis c'est un ado, donc tant qu'il est assis devant son ordinateur, tout se passe bien. On sort pas beaucoup de toute façon ces derniers temps, mais peut-être que vous voulez effectivement avoir cette catégorie supplémentaire. Mais pas besoin, honnêtement, surtout si vous avez certaine énergie à mettre, mais que vous voulez pas trop en mettre, vous voulez pas tout votre système en fait. On a aussi les logiciels. Alors les logiciels, c'est l'ancien mot pour dire application. Donc c'est les logiciels sur l'ordinateur, hein. On n'est pas sur les applications téléphoniques, on est là sur l'ordinateur. Il y en a des sympas aussi. Je dirais que effectivement, celles que je viens de vous montrer, par exemple de Microsoft Office, elles sont plutôt pas mal. Ça tient bien, surtout si vous avez la version familiale. Microsoft achète régulièrement, ou Apple, ils rachètent régulièrement des startups qui ont développé des budgets, ou bien ils vont avoir leur propre équipe qui développe des budgets déjà préformatés, etc. Et ça peut être très bien, c'est gratuit ou très peu coûteux. Et puis enfin, votre comptable, ça c'est un partenaire dans le budget auquel on ne pense pas suffisamment. Votre comptable de famille, entre guillemets, qui vous aide à faire vos impôts une fois par an, s'il vous plaît, ne le contactez pas juste une fois par an. C'est quelqu'un qui, si vous lui posez des questions, peut absolument vous accompagner pendant le reste de l'année, d'ailleurs pour vous aider à mieux préparer vos impôts, pour ne pas que vous attendiez le dernier moment et que tout de suite ce soit le chaos pour mettre toutes les informations en place aussi. Mais il peut vraiment vous aider à regarder votre budget, si vous en faites un, à regarder aussi ce que peut-être vous n'avez pas vu. Enfin, peut-être qu'en fait, en regardant votre budget, il va se rendre compte de certaines catégories dont vous ne faites pas que vous n'utilisez pas au niveau de vos impôts. Donc, mettons, si vous faites des donations, mais que vous ne savez pas vraiment comment fonctionne le système de donation pour avoir des crédits d'impôt, si vous lui partagez votre budget ou si vous avez une petite discussion avec lui là au mois de septembre ou d'octobre, par exemple, 3 mois avant la fin de l'année, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau de mes épargnes, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse au niveau de mes donations et tout ça pour payer moins d'impôts. Et payer moins d'impôts, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Si c'est de l'argent que vous ne payez pas parce que vous l'épargnez ou parce que vous le donnez à d'autres organismes, etc., pourquoi pas. Mais ça, le comptable peut vraiment vous aider à faire ce type de calcul. Donc, n'attendez pas les impôts du mois d'avril. Parlez-lui au mois de septembre, mois d'octobre, en lui disant, voilà, on a 2-3 mois pour préparer la fin d'année, pour préparer les moments où je peux encore profiter de réduction d'impôts, de crédit d'impôt, etc. Qu'est-ce que tu me proposes? Mais faites votre travail d'abord. Mieux vous ferez votre travail, mieux ce sera. On parlera la semaine prochaine aussi des conseillers financiers certifiés qui pourront vous aider dans vos investissements, du pour et du contre là-dessus. Il y a des conseillers financiers qui vous aident beaucoup, qui vous accompagnent, surtout si vous n'avez pas de connaissances du tout. Mais ça vient effectivement avec des commissions qui peuvent être élevées de 2,5% par exemple, 2,4, 2,5. Et puis vous avez aussi des conseillers qui prennent ces commissions-là et qui ne sont pas certifiés et qui ne vont pas être là forcément pour vous conseiller vous, mais qui vont venir chercher des commissions. Donc à regarder, mais on en parlera la semaine prochaine. Des questions en particulier que vous aviez, Elwin, sur l'utilisation des applications? Parce que du coup, ce qui se passe maintenant, et j'ai plutôt bien géré, je pense, c'est qu'on a un bon 20 minutes je vais vous montrer encore une petite chose par rapport à des petits trucs que je fais en fait pour ma méthode de budget que j'utilise pour moi et que je présente, etc., que je propose. Mais gardez aussi on va avoir un petit peu de temps pour les questions en fait. Donc, le budget annuel, pardon, avant que j'oublie parce que j'ai mis la slide trop tôt. On parle toujours du budget mensuel. Moi, ça me frustrait puisqu'en tant qu'entrepreneur en plus, c'est très difficile d'aller avoir une vision par mois, puisque des fois, je vais être payée beaucoup plus, par exemple, ce mois-ci, mais cet argent-là, il faut que je le fasse tenir, entre guillemets, pendant tout l'été, par exemple, jusqu'à septembre ou octobre, peu importe, je dis des bêtises, mais c'est juste pour aider. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'avoir juste un budget mensuel. Moi, il faut que mon budget soit annuel, il faut que je sache en tant qu'entrepreneur combien je dois gagner, certes, par mois pour gérer mes dépenses essentielles, mais aussi par l'année pour savoir, tiens, par rapport aux impositions, par rapport à la structure de mon entreprise, etc. Je passe les détails, mais combien est-ce qu'il faut que je fasse
de revenus que je vais pouvoir me payer à moi-même pour gérer mes dépenses essentielles et puis ma fun money et mon épargne et toutes ces choses-là et rattraper le temps perdu aussi sur certaines choses. Pardon. Donc, j'avais besoin d'une vision annuelle. Et puis, je réfléchissais, effectivement, moi, je l'avais fait en tant que, à partir de mon expérience en tant qu'entrepreneur, mais c'est aussi très intéressant pour les personnes qui sont employées et encore plus pour les couples, en fait, qui sont employés et qui ont peut-être un petit peu de mal à gérer leur argent et où est-ce que ça va, etc. Donc, de la même façon qu'on a regardé, en fait, qu'il y avait des dépenses essentielles, par mois, ces dépenses essentielles, vous allez les retrouver par an, en fait, par chaque mois sur l'année. Le loyer, par exemple, on sait très bien combien est-ce qu'on dépense de loyer et on sait à quelle date est-ce que le chèque de loyer, par exemple, ou le prélèvement de mortgage est prélevé. L'assurance voiture, les prélèvements téléphoniques, les plateformes d'images, enfin les plateformes de films, de divertissement, la garderie, toutes ces choses-là, ça part toujours à certaines dates précises. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas visuellement un vrai calendrier pour placer ces dates-là? J'ai fait le test avec plusieurs personnes et honnêtement, ça a été d'une efficacité incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, on est capable, quand on met toutes ces dépenses essentielles récurrentes sur toute une année, on sait effectivement non pas si notre salaire suffit à payer nos dépenses, mais si notre salaire annuel suffit à payer nos dépenses. Parce qu'on va regarder aussi à l'année, on va se dire, ah tiens, tel mois je paye telle chose, tel mois il y a l'anniversaire de telle personne, tel mois il y a tel impôt, tel mois il y a ci, tel mois il y a ça. Donc on va vraiment se permettre d'avoir une vision sur l'année. Et surtout, donc on connaît notre chiffre à l'année, et en plus quand on regarde sur le mois en lui-même, on a nos dates de salaire, c'est pareil, c'est toutes les 2 semaines. Vous pouvez demander à vos responsables RH ou à votre employeur de vous donner les dates auxquelles vous allez être payé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous imprimer, vous donner, ou sinon vous faites le calcul vous-même. Et vous regardez en fait ce qu'on appelle le fonds de roulement, le cash flow. Est-ce que l'argent que je reçois à telle date, donc là dans mon exemple, les 2 550 $ qui sont reçus au 9 au 9 juin, donc au 9 du mois, est-ce que ça va me suffire pour gérer les dépenses jusqu'à mon prochain salaire? Donc là, comme on l'a fait effectivement sur un papier, sur oui, un calendrier, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le prélèvement de téléphone de 70 $ qui arrive le 11, puis notre loyer qui sort, 2650 $ qui sort le 15. Donc, on a déjà en fait dépassé les 2550 $. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est juste un exemple, hein, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer avec un salaire? Enfin, ce qu'on veut voir en fait avec ça, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire porter trop de poids de certaines dépenses fixes, de certaines factures, etc., dépenses essentielles, sur un salaire plutôt qu'un autre? Et comment est-ce qu'on répartit en fait certaines factures? Parce que la date de prélèvement de téléphone, par exemple, c'est sûr, on se dit c'est 70 $, quelle différence? Est-ce qu'on pourrait appeler notre compagnie de téléphone et lui dire, faudrait mieux que ça passe à telle date ou à telle date? Ça dépend. Il n'y a aucune règle là-dessus, mais ce que ça va vous permettre de voir, c'est est-ce que je reçois à tel jour suffisamment d'argent pour gérer les dépenses? Et ça, c'est souvent ce qui nous permet de dire, ce type d'analyse qui nous permet de dire, mais mon Dieu, l'argent est déjà sorti du compte, j'ai même pas fini toutes les factures. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, on regarde au montant des factures, mais on regarde pas au montant de son salaire, on regarde pas toujours au moment où ça arrive, en fait. Donc, ce moment-là, il est aussi important. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, je vous partageais un petit peu cette méthode que j'ai développée. Là, c'était les dépenses, voilà. Et puis les dépenses annuelles, ce qui est très sympa aussi, c'est que moi, mes dépenses annuelles, par exemple, je les ai fait par catégorie. J'ai des catégories sur lesquelles je sais le loyer, les services, etc. Je sais déjà combien est-ce qu'il faut que je gagne pour, bien sûr, gérer ça. Mais il y a aussi certaines catégories, par exemple les restaurants, ou en tout cas la nourriture à l'extérieur ou à emporter. La dernière semaine de l'année dernière, je me suis amusée, entre guillemets, à faire une extraction de toutes mes cartes de Visa, enfin de mes cartes Visa. Vous pouvez faire des extractions Excel, en fait. Si vous êtes à l'aise sur Excel, vous pouvez aller sortir certains chiffres. Et j'ai regardé combien j'avais dépensé l'année dernière.
Puis bien sûr, je me suis oh mon Dieu, ça fait beaucoup parce que quand on fait le compte comme ça sur l'année, c'est pareil, on se rend compte que ça fait beaucoup. Puis il y avait Covid, j'avais eu aussi des soucis de santé, et cetera. Donc les dépenses étaient assez importantes. Cette année, je me suis mis un objectif sur l'année. Là, on arrive au 1er juillet. Mon fils sait déjà que demain, on va faire un petit point. On va voir où est-ce qu'on en est justement de ces dépenses de restauration à emporter sur place. Et on va déterminer pour les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on va dépenser, qu'est-ce qu'on ne va pas dépenser. Donc, plutôt que d'attendre encore une fois la fin de l'année pour se dire, ah bah oui, oh, c'est vrai, ce mois, j'ai dépassé un petit peu de la nourriture, des restaurants, ça fait rien, je me rattraperai le mois prochain. Puis le mois prochain, on a oublié, puis ça continue et ça continue. C'est pareil pour les habits, c'est pareil pour beaucoup de dépenses discrétionnaires. En fait, on a l'impression que le mois prochain, on va se rattraper, mais ce n'est pas toujours possible. Là, ça me permet de réajuster sur l'année, c'est assez intéressant, ou d'éliminer complètement pour le prochain semestre des dépenses, par exemple, sur les habits ou peu importe. Donc, on a le total des dépenses projetées à ce jour, le total des dépenses enregistrées à ce jour. Et dans mon cas, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi d'aller sortir les revenus qui sont encore à encaisser. Dans votre cas, ça serait combien j'ai de salaire encore à récupérer en fait d'ici la fin de l'année. Et ça permet effectivement, surtout quand les revenus sont déterminés par personne dans le couple, de voir ce que vous en faites. Donc voilà ce que je voulais vous partager un petit peu pour aujourd'hui, mais je vous dis, on a un peu de temps pour les questions. Donc les questions, les commentaires, c'est dur quand on parle de budget, comme c'est très pratico-pratique de couvrir tous les besoins, mais je vous écoute. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Est-ce que peut-être on peut arrêter l'enregistrement à ce stade? Comme ça permettra aussi de se parler entre nous sans Oui, Faïza, il n'y a se pas de poser de problème. questions? Oui, Je vais super. arrêter l'enregistrement sans problème. Génial. Merci. Merci beaucoup.